Alright, bienvenue à l'autre monde. À mon CST, Jonathan François Martineau au micro. Sur mon blog personnel qui s'appelle Les Nouvelles Internationales. Ouais, c'est aussi ton mot de faire un anneau. Eh bien, bonjour, chers auditeurs, et bienvenue dans votre super revue de presse L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginan et je serai avec vous pour les 2 prochaines heures sur les ondes de Choc FM d'Alternative à Montréal et dans le monde. Nous en sommes à l'édition du 14 février 2011. Alors, chers amis, au menu cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous allons parler d'actualité mondiale, évidemment. Chaque semaine, nous faisons que cela. Suivi de la situation avec l'Iran, Israël et les États-Unis, le prospect d'une 3e guerre mondiale. On va regarder aussi le dossier d'économie, la zone européenne menacée d'écroulement, l'Italie, la Grèce sous un coup d'État de l'élite financière mondiale, Fukushima et le nucléaire, ce avec quoi nous allons d'ailleurs commencer cette semaine au lieu de terminer avec cela. Donc voilà pour le programme de la semaine. Bienvenue dans votre émission de la semaine. Alors, nous voilà partis. Écoutez, premièrement, je voulais vous remercier encore une fois. J'ai regardé encore là les statistiques de notre chaîne YouTube de l'Autre Monde et puis écoutez, nous en sommes quand même depuis 1 an à compter d'aujourd'hui, si on compte là au cours de la dernière année. Chers auditeurs, vous avez été nombreux à passer sur la chaîne. Et puis, nous avons eu environ 1 130 000 visionnements durant la période d'1 an qui s'est écoulée là, à partir, si vous voulez, d'aujourd'hui. Là. Donc, c'est intéressant de voir que l'information circule de la sorte et puis c'est tout à votre honneur donc d'être engagé, si vous voulez, dans cette lutte de l'information. C'est la guerre informationnelle qui a cours en ce moment. Donc, oui, il faut être bien informé puis se former un esprit critique. Alors, il faut avoir la pensée critique et puis être capable de juger par soi-même et puis de faire ses propres recherches et d'en tirer ses propres conclusions. Ce à quoi nous vous encourageons fortement ici sur l'Autre Monde. Donc, à chaque semaine, notre but, c'est de vous apporter des informations. Il y en a une grande quantité qui nous proviennent de la sphère anglophone, alors qui malheureusement ne percolent pas dans la sphère francophone de la blogosphère. Alors, ce que j'essaie de faire ici autrement, c'est de vous apporter ces informations les plus crédibles et vérifiables, et puis je les mets tous en lien sur mon blog Les Nouvelles Internationales. À chaque semaine, il faut aller les trouver là, et puis à partir de là, explorer ces liens par vous-même, mais au moins c'est de rendre accessibles ces informations-là qui, malheureusement, comme je vous disais, ne se traduisent pas en grande majorité, je dirais quand même, là, en français. Donc, on manque une grande partie de l'actualité. Donc, voilà. OK, donc allons-y avec le dossier du nucléaire Fukushima. Vous savez, c'est un dossier absolument incroyable. Vous le voyez là depuis, je crois que ça fait 2 semaines là, que j'ai recommencé à en parler de façon régulière. Alors, et puis j'ai des commentaires un peu partout sur le web et dans mes courriels où, somme toute, là, pour résumer rapidement, bien souvent, on montre son appréciation d'avoir des nouvelles de Fukushima. Comme vous l'avez constaté, comme je l'ai souligné dans les émissions précédentes, c'est assez incroyable de voir le fossé qui existe entre ce qui nous est rapporté dans les médias de masse et la réalité sur le terrain là-bas à Fukushima. Et aussi ailleurs dans le monde, disons-le. C'est comme si Fukushima n'existait pas du tout, c'est comme si c'était absolument rien produit là. Comme si la situation s'était résorbée, comme si on avait finalement pris contrôle de la situation, alors que on ne pourrait pas être plus loin de cela. Alors en réalité, la situation est absolument hors de contrôle et les conséquences commencent à se faire sentir de plus en plus. On a des nouvelles absolument troublantes qui réellement sortent du Japon et d'ailleurs aussi qui mériterait de faire la une des grands médias et qui malheureusement sont complètement absentes des médias de masse, sont simplement disponibles sur Internet et c'est si vous savez où aller chercher cette information.
Donc voilà, une grosse partie de mon travail ici. Vous savez, je travaille assez fort quand même à chaque semaine pour colliger toutes ces informations-là et puis vous les transmettre après ça une fois par semaine. Alors voilà ma partie de mon travail qui me prend beaucoup de temps, évidemment, chaque jour de colliger cette information-là. Là, dans le dossier de Fukushima du nucléaire, juste cette semaine, j'ai 33 pages de liens et puis bon, c'est des liens d'articles et un paragraphe ou deux pour comprendre un peu de quoi il s'agit dans ces articles. Alors, ce n'est même pas encore là les articles au complet. Donc, écoutez, je vais vous faire un résumé de cette situation, un peu vous donner un aperçu de qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain, puis vous allez voir que la différence entre, comme je vous disais, ce qui se passe réellement là-bas et ce qui vous est présenté ou ce qui ne vous est carrément pas présenté dans les médias, disons-le. Un écart absolument gigantesque. En réalité, ça n'a rien à voir, c'est deux mondes différents. Alors, allons-y. Donc, on apprend ici, bon là c'est un article assez intéressant, l'article il se nomme Japan Fukushima Reactor, alors le réacteur de Fukushima au Japon, 8 mois après le désastre nucléaire, les installations demeurent en ruine. Alors écoutez, évidemment que si vous allez voir sur le journal citoyen de Sans Papier, demain à la une. En fait, ça va être, attendez un peu, ouais c'est ça, ça va être demain à la une. Vous allez trouver un article avec les photos de Fukushima, de ce qui se passe sur le terrain, puis vous allez voir que en réalité, il n'y a pas grand-chose qui a été réparé là. Les camions sont encore empilés sur des déchets suite à avoir été renversés par les vagues du tsunami au mois de mars dernier. Donc ces camions-là sont encore renversés. Vous avez bon évidemment des lignes d'électricité qui sont encore au sol. Alors réellement là, tous les débris et ainsi de suite sont encore tels quels sur place suite au tsunami. Donc absolument rien qui a été nettoyé. Et puis ben là vous avez évidemment là des dizaines de milliers d'anciens, si vous voulez, habitants autour de cet endroit-là, donc de Fukushima, de l'endroit où il y avait cette centrale de production d'électricité nucléaire, alors ne vont jamais être capables de retourner, évidemment, dans leur domicile, tout comme Hiroshima et Nagasaki sont devenus des icônes des horreurs des armes nucléaires. Fukushima va devenir, si vous voulez, le cri de ralliement du mouvement contre l'énergie nucléaire. Un événement assez important qui va se dérouler à partir du mois prochain. C'est-à-dire que on va commencer aujourd'hui même la semaine numéro 35. Et puis, en fait, ça fait 8 mois que ce désastre-là s'est produit. Et ça veut dire que les couples qui ont conçu un enfant, juste avant ou suite après l'explosion de la centrale de Fukushima, des réacteurs, des massifs relâchements de déchets radioactifs dans l'atmosphère et au sol et dans l'eau au Japon. Ces gens-là qui ont conçu ces enfants dans cette période critique où on a eu comme je vous disais, des massifs rejets radioactifs dans l'environnement, vont donner naissance. Alors à partir du mois prochain, donc évidemment 9 mois, temps de gestation d'un bébé humain. Alors c'est là qu'on va commencer à voir des effets de plus en plus évidents de ce qui s'est produit là au Japon. Évidemment des mères et des pères qui ont été exposés à des doses incroyables de radiation juste autour du moment où ces bébés-là ont été conçus. Est-ce que Fukushima va faire que le Japon va tomber en banqueroute? Selon le journal de Taipei Times à Taïwan, eh bien, on disait que c'est un professeur de l'université de Tokyo qui estimait que il en coûtera pour prendre soin, en fait, pour réparer, nettoyer, essayer de contenir cette catastrophe de Fukushima, environ 800 trillions de yens japonais. Alors, ça l'équivaut à environ 10 trillions de dollars américains. 10 trillions, c'est 10 000 milliards de dollars. Ce qui revient à approximativement 10 ans de budget national au Japon. Et puis ça c'est si on était pour nettoyer
les sols et les surfaces de routes qui ont été affectés par la radiation. Les dommages sont si répandus, si importants que le gouvernement japonais irait bien au-delà de la banqueroute, selon le professeur Liu. Alors évidemment qu'on dit que le gouvernement, l'entière stratégie du gouvernement japonais depuis le jour numéro 1 a été de évidemment couvrir, essayer de dissimuler la sévérité de ce qui s'est passé à Fukushima. Alors un article absolument important ici. Et puis ça voudrait évidemment, ça signifie, et puis avec les actions qu'on a vues jusqu'à date depuis les 8 mois qui se sont écoulés, il est pas mal évident que le Japon soit ne va pas ou n'aura pas la volonté de payer pour un vrai nettoyage des radiations de Fukushima. Et puis il apparaît que le peuple du Japon, les Japonais vont payer pour l'accident avec leur santé. Donc le prix, ce sera leur santé pour les générations à venir. Mais on ne vous parle pas de ça dans les médias. Vous avez une agence nucléaire qui rapporte des radiations, des taux de radiation anormaux en Europe. Alors ça vient de l'Agence de l'énergie atomique internationale. Et on dit, dans cet article, on a essayé de rassurer les gens en disant que ce n'est pas le résultat du désastre nucléaire de Fukushima Daiichi au Japon. Alors vous avez aussi l'Agence des Nations Unies qui a essayé de minimiser, si vous voulez, ces augmentations de radiation en Europe. Donc on a rapporté des taux de radiation plus élevés que la normale en République tchèque et puis ailleurs aussi en Europe. Mais on dit que ce n'est évidemment pas un risque pour la santé publique. Hein? Donc on essaie tout le temps de rassurer les gens en disant qu'il n'y a aucun problème. On a des radiations de plus en plus élevées en Europe, mais il n'y a pas aucun problème. Alors vous avez cette fameuse Agence de l'énergie atomique internationale qui a déclaré qu'il y avait des niveaux très très bas d'iode 131 qui ont été mesurés dans l'atmosphère. Alors dans différents pays de l'Est et ailleurs aussi, dans le fond à peu près à travers toute l'Europe, là, faut le dire. Là. Ensuite, vous avez plusieurs articles à aller voir par rapport à ça. Là. Donc, il y en a un ici d'Associated Press. Alors, on parle de cette histoire-là encore. Donc, je vous ai apporté plusieurs sources là, pour corroborer ces informations-là. Vous avez aussi des taux élevés de radiation en Allemagne, en Suède, en Slovaquie. Et vous avez des experts britanniques qui ont avancé que cet iode serait peu probablement en provenance de Fukushima. Parce qu'on dit qu'il y a tellement de mois maintenant que ça s'est passé. Ah, mais peut-être parce qu'il est encore en train de se passer de la fusion nucléaire, combustion des chaînes de réaction incontrôlées à Fukushima. Cet article-là qui est allé explorer pour vous, alors vous allez voir là que on parle encore de cet iode de 131 qu'on retrouve un peu partout. Alors vous avez des professeurs en physique nucléaire, Paddy Regan de l'université britannique de Surrey, qui suggère que l'iode pourrait avoir fui si vous voulez, d'une manufacture de produits radiopharmaceutiques. Alors on essaie de trouver d'autres sources que ça. Vous avez en Hongrie aussi la même affaire. Alors, le gouvernement qui a détecté aussi des taux de radioactivité de d'iode de 131 jusqu'à Budapest. Il dit que c'est correct, c'est OK, aucun problème, parce que c'est bien en deçà des niveaux critiques, là, limites. Là. Donc, voyez, on essaie tout le temps de rassurer la population comme ça. Vous avez l'Autriche maintenant ici dont on parle, donc d'autres pays, 10 jours après des effets de criticalité qu'on a eu à Fukushima. Vous vous rappelez, on a parlé de ça il y a une semaine ou deux. Donc, on a eu des événements de récriticalité à Fukushima. Puis là, une dizaine de jours après, on commence à mesurer des taux d'iode en Europe. Quand même assez spécial. Vous ne trouvez pas qu'il n'y a pas un lien? Surtout quand on essaie de vous dire qu'il n'y a absolument aucun lien, n'est-ce pas? Hein? Donc, plusieurs nouvelles là, qui parlent de cette fête-là. Des annonces, si vous vous rappelez, on a parlé des annonces de Xenon à Fukushima et on avait suspecté ça qui est sur une recriticalité que ce serait produit là à la fin octobre. Donc voilà. Donc des informations absolument importantes à aller voir et vous voyez que ça prend environ moins de 2 semaines, ça fait le tour du globe. En Pologne, la même affaire. Là, ici en Pologne, on a essayé de blâmer le Pakistan
pour l'iode 131 qui circule au-dessus de l'Europe. Mais c'est particulier. Le Pakistan s'est défendu, a dit bien sûr que non. Ces relâchements d'iode de 131 ne sont pas possibles, à moins qu'il n'y ait eu si vous voulez, un problème avec le combustible nucléaire à quelque part. OK? Alors, ça veut dire qu'on a eu un moteur, un réacteur nucléaire à quelque part qui aurait fondu ou qui, quoi que ce soit, qui soit entré en fusion ou qu'il y ait une mauvaise chaîne de réaction qui s'emballe hors de contrôle. Donc, vous voyez des affaires assez particulières. Un autre ici, vidéo de Arnie Gunderson, qui est un insider absolument important, critique, qui a éduqué le public depuis le début de ce désastre nucléaire de Fukushima, disons-le, qui a fait une autre vidéo et puis qui rapporte des détails encore plus importants sur la conception de ces fameux réacteurs qu'on continue à construire tels qu'on les faisait à Fukushima. Et puis lui, dans différentes vidéos qu'il a faites, surtout récemment, il expose très clairement pourquoi on a un grave problème, parce qu'on n'applique même pas les leçons de ce qui se passe en ce moment à Fukushima. Alors on a des designs de réacteurs qu'on approuve en ce moment puis qu'on va approuver, qui ont les mêmes failles, qui ont fait en sorte qu'on soit entré qu'on se soit retrouvé avec 3 réacteurs qui ont complètement fondu, entré en fusion, qui ont passé à travers leur vaisseau de confinement et puis qui ont percé l'enceinte au complet pour se retrouver dans les sous-sols de ces bâtiments-là, carrément libres dans l'environnement, en train de se frayer un chemin à travers la dalle de béton et vers les sous-sols. Et puis, on ne tire pas les leçons de ça, et puis on veut en construire d'autres ailleurs, au Japon et ailleurs dans le monde. Pas au Japon, excusez-moi, aux États-Unis. Alors, ça aussi, c'est des vidéos très, très importantes. Autre nouvelle absolument renversante, les réacteurs numéro 5 et numéro 6 n'étaient pas en arrêt à froid, qu'on appelle un arrêt à froid, c'est quand on arrête cette fameuse chaîne, ces réactions en chaîne, excusez-moi, nucléaire. Alors, dans le réacteur, ce qui produit évidemment la chaleur qu'on veut pour bouillir l'eau et produire l'électricité, donc vous comprenez. Alors, quand on veut arrêter ces fameux réacteurs-là, on appelle ça une mise à froid. Alors, c'est-à-dire qu'on on arrête, si vous voulez, cette réaction en chaîne. Et puis là, on nous avait assuré, jusqu'à maintenant, que les réacteurs numéro 5 et 6, depuis le départ, n'avaient posé aucun problème, qu'ils avaient été tout de suite immédiatement mis en arrêt froid. Sauf que là, on apprend aujourd'hui, c'est un rapport spécial qui nous sort des faits absolument renversants, où on apprend qu'on nous avait menti encore une fois que ces fameux réacteurs-là n'étaient pas en arrêt froid après le tremblement de terre qui s'est produit au Japon au mois de mars dernier. Et ce qui implique, c'est un rapport là par l'industrie nucléaire américaine. Et puis ce qui implique que finalement on a eu encore là des problèmes avec finalement tous les réacteurs qui étaient en place, plus la piscine. On avait une piscine de déchets radioactifs qui contenait un truc comme 1500 tonnes de déchets radioactifs dans le bâtiment numéro 4. Alors voilà quoi, donc c'est assez incroyable. On a eu des problèmes avec les générateurs diesel, et non seulement avec ça, mais avec aussi les systèmes qui refroidissaient aussi ces générateurs-là. Alors même si les générateurs avaient été sauvés, la vague de tsunami avait détruit les unités de refroidissement de ces générateurs-là. Alors réellement, là, tout le système s'est effondré dès que le tsunami et puis le tremblement de terre ont frappé. Là, je dirais, il restait absolument déjà plus rien le lendemain, et puis on nous a menti. Déjà, ça avait pris 2 mois avant qu'on nous admet, qu'on nous révèle la vérité, ce qu'on savait, ce qu'on soupçonnait depuis réellement le début, qu'ils savaient qu'il y avait eu une fusion nucléaire des réacteurs à Fukushima dans les heures qui ont suivi le fameux séisme et puis le tsunami qui s'en est suivi. Alors, des nouvelles absolument importantes, mais encore là, comme je vous dis, on n'en entend jamais parler dans les médias de masse, quand même assez incroyable. Alors, des révélations qui prouvent qu'on a eu des problèmes dans les réacteurs numéro 5 et 6, et il est fort à parier qu'il y a eu aussi fusion, une certaine fusion peut-être partielle du combustible dans les réacteurs nucléaires des bâtiments numéro 5, des unités 5 et 6, peut-être même pire.
OK? Donc, des informations absolument troublantes. Alors, voyez le niveau de mensonge, de manipulation, quand ça prend 8 mois avant qu'on admette une affaire comme ça. Aussi important que ça, on nous a assuré que ces deux réacteurs-là avaient été en sécurité, avaient évité tout problème. Ils avaient été en arrêt froid depuis le départ, et puis là, finalement, on apprend que finalement, ça a été loin de ça. On a eu plusieurs heures où on n'avait pas ces systèmes de refroidissement qui étaient en marche, les générateurs n'avaient pas fonctionné. Et on a eu probablement une fusion partielle ou peut-être même complète des réacteurs, on ne le sait pas. C'est ça la réalité, c'est qu'on est encore 8 mois après, puis on ne sait même pas encore exactement ce qui s'est passé là. N'est-ce pas absolument incroyable? C'est comme ça qu'ils vous traitent. C'est pas plus compliqué que ça. Puis après ça, ils vous demandent de vous croire quand ils disent que le nucléaire est sécuritaire, qu'on en a besoin, qu'on peut pas s'en passer, etc., etc. On a affaire avec une industrie nucléaire qui, depuis le départ, s'entoure d'une chape de silence, un omerta. C'est tout le temps des secrets par-dessus des secrets. On nous dit jamais vraiment la vérité. Depuis le départ, depuis le début de l'histoire de cette industrie nucléaire, civile et militaire qui sont intimement liés, parce que c'est en produisant de l'énergie nucléaire dans ces types de réacteurs qu'on utilise aujourd'hui qu'on en arrive à avoir des sous-produits de plutonium qui servent à construire des bombes nucléaires. Alors que dès le départ, on aurait pu choisir un autre concept de réacteur nucléaire au thorium qui n'aurait jamais entraîné des fusions de cœurs nucléaires comme on en a connu à Tchernobyl, à Three Mile Island ou à Fukushima. Mais le problème, c'est que ces réacteurs au thorium ne produisaient presque ou très peu, presque pas, de plutonium, ce qui n'était évidemment pas profitable pour la branche militaire, ce qui fait qu'on ne pouvait pas produire des bombes nucléaires et ce qui fait qu'on n'a pas choisi ce modèle-là. Alors vous voyez comment que, et surtout pourquoi tout ce domaine-là est si secret, si contrôlé. C'est un monopole total, un club sélect que celui qui est le nucléaire et qui génère des milliards de dollars en profit, mais qui n'est pas sans risque, comme vous le voyez maintenant avec Fukushima, qui entraîne des conséquences extrêmement graves pour des centaines de générations à venir. Mais on continue de vous assurer qu'il n'y a aucun problème avec ça, qu'on ne peut pas s'en passer. C'est assez incroyable. Alors, vous avez eu des démonstrations massives contre le nucléaire au Japon, les citoyens qui se tiennent debout et demandent l'arrêt du nucléaire, évidemment, au Japon. Donc, on dit que dans cette manifestation-là, on a eu 10 000 personnes qui s'étaient rassemblées. Ensuite, bon, vous avez plusieurs articles, là. Évidemment, je ne vais pas tous vous les passer. J'essaie de vous rapporter les plus importantes, là, mais je vais vous quand même en mettre en page là, tous les liens là, cette semaine. Vous allez retrouver tous les autres articles. Vous avez les fameux débris japonais. Hein, vous savez, après le tsunami, là, on a eu beaucoup de villes côtières qui ont été dévastées, beaucoup de débris qui se sont emportés dans l'océan avec évidemment les vagues du tsunami quand la mer s'est retraitée a évidemment rapporté beaucoup de débris dans l'océan. Et puis ces débris-là, j'en avais parlé dans les émissions précédentes, étaient en train de traverser l'océan Pacifique. Avait passé à Hawaï il y a quelques semaines et puis là, on parle ici dans deux articles là, que ces déchets-là vont commencer à arriver sur les côtes américaines, là, donc la côte ouest américaine et canadienne cette semaine. Alors imaginez, on se retrouve avec des déchets qui sont fort probablement très hautement contaminés, avec des radiations, avec des déchets radioactifs. Vous avez un sénateur d'ailleurs même aux États-Unis qui a demandé qu'on mette en place un plan agressif pour adresser cette situation là, de débris toxiques qui se dirige vers la côte ouest américaine et canadienne. Donc ça aussi, là, vous voyez, là, il y a des. Ça c'est incroyable. Il y a des retombées de toute cette histoire-là qui va continuer à nous affecter pendant les années à venir. OK? Ensuite, écoutez, on a ici un autre article là. Qui parle, ça c'est assez intéressant, comme je vous dis, le gouvernement est tellement entêté avec TEPCO, c'est incroyable qu'on n'ait pas encore renversé et puis mis emprisonné ces gens-là, qu'on leur a pas enlevé toute autorité pour gérer cette situation-là depuis le début, quand on voit le niveau de mensonges, de manipulation que le gouvernement et puis TEPCO
je parle du gouvernement japonais, ont pu mettre en place, je veux dire, c'est incroyable mentir au peuple et puis risquer tout simplement la vie, la santé des gens pour maintenant et pour les générations à venir pour éviter d'être responsable, d'être tenu responsable et de payer, de reconnaître la gravité de la situation de Fukushima. Alors, les gens ont été obligés de se mettre ensemble, les gens ordinaires, alors utilisent des nouvelles technologies pour, si vous voulez, rapporter toutes leurs mesures. Alors, vous avez plusieurs personnes au Japon qui se sont, si vous voulez, organisées ensemble. Et puis, c'est une initiative citoyenne pour mesurer les points chauds de radiation à travers le Japon et autour de Tokyo, Fukushima, tous les environs. Et puis, on dresse des cartes citoyennes pour comprendre un peu où sont les retombées les plus importantes et les plus dangereuses de Fukushima, alors les retombées radioactives. La semaine passée, on a eu droit encore au Japon à un autre tremblement de terre de l'ordre de 6.9. Alors imaginez, ça continue de brasser au Japon, si on n'en parle plus, ce n'est pas une raison de croire que la terre ne tremble pas. Au Japon, depuis évidemment le tremblement de terre qui a secoué Fukushima au mois de mars dernier, on a eu, aux dernières nouvelles, moi que j'ai vu, puis ça date de 2-3 mois, on était rendu à plus de 1500 tremblements de terre. Alors on doit avoir certainement atteint le cap des 2000 tremblements de terre depuis le massif tremblement de terre de 9.0. Si je me rappelle bien, c'était le 11 mars dernier. Alors vous comprenez que ça continue de brasser là-bas au Japon. Il y a tout le problème maintenant des travailleurs aussi qui sont employés par TEPCO et puis on apprend de plus en plus de nouvelles, vous allez voir ça, des travailleurs qui sortent de là malades, qui commencent à remplir les hôpitaux, maladies dégénératives, des gens qui commencent à mourir, des travailleurs qui se prennent des doses colossales de radioactivité. On a des rumeurs qui circulent via Twitter au Japon qu'il y a plusieurs autres travailleurs qui seraient morts, que ce qui est révélé encore. Des corps qui pourraient être gardés à l'école médicale. Alors, vous avez toutes sortes de liens ici à aller voir. C'est assez particulier. On apprend ici qu'il y aurait 143 personnes qui sont suspectées, en fait, d'avoir disparu, si vous voulez, des travailleurs dans le nucléaire avec qui on n'a aucun contact. Alors, on se demande ces gens-là, on se demande où ils sont passés. OK? Alors, des nouvelles assez troublantes. Les enfants qui on a trouvé n'ont pas grandi, n'ont pas gagné de poids. La moyenne qui est en baisse de 75%, c'est-à-dire que les enfants, normalement, prennent tant de poids par tranche de temps, là, supposons, par 6 mois, par année. Et puis là, on s'aperçoit que ces enfants-là, depuis un an, n'ont pris qu'à peu près qu'une livre, alors un demi-kilo. Depuis la même date, donc l'an passé, alors vous voyez, il y a toutes sortes de trucs comme ça bizarres qui commencent à ressortir. On parle des taux de cancer élevés, donc des hausses significatives à l'intérieur de 5 ans après une exposition à des basses doses de radiation. On parle de 12% d'augmentation après 40 millisieverts. Alors évidemment qu'on n'a pas besoin d'avoir des doses massives de radioactivité pour être exposé à des dangers de cancer ou des dangers de cancer accrus ou de maladies cardiaques, c'est-à-dire d'arrêt cardiaque. Donc des articles absolument importants ici pour comprendre les effets justement de ces types d'accidents comme il s'est passé à Fukushima. OK? Attendez un peu, là, j'essaie de voir le plus important. Là. Écoutez, on a ici une autre nouvelle qui nous sort de NHK, c'est une agence de nouvelles au Japon, où on apprend qu'on commence à craindre que les murs de cette piscine de combustible utilisé dont je vous parlais, 1500 tonnes, on craint que ces murs-là ne commencent à tomber, à s'effriter à cause de l'érosion. Alors vous avez TEPCO qui travaille en ce moment à essayer de garder le sel, à faire en sorte que le sel, à essayer de prévenir le fait que le sel cause des trous dans ces parois de cette piscine. Alors imaginez, c'est incroyable. On a évidemment des tuyaux de métal et puis les parois aussi de cette piscine qui commencent
à subir de l'érosion à cause de l'eau salée qui a été injectée partout dans ces installations-là pour essayer de les refroidir. Alors, vous voyez, on est dans un cycle vicieux où, pour essayer de régler un problème, on en crée un autre. Et puis, au fur et à mesure que le temps avance, ces problèmes-là s'aggravent, deviennent irréversibles, et puis là, il faut trouver une autre solution. Alors, si on se retrouve avec des tuyaux qui commencent à s'éroder, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On ne pourra pas jamais aller, évidemment, dans le bâtiment numéro 4 et puis commencer à changer des tuyaux de métal. Oubliez ça. C'est absolument impossible, c'est impensable. Vous savez, le Financial Times qui rapporte que le gouvernement français, des experts du gouvernement français, ont déclaré que 70 000 personnes devraient être évacuées autour de Fukushima. Évidemment qu'il y a beaucoup plus de personnes même qui devraient être évacuées que ça. Écoutez, la zone est loin d'être suffisante. Il y a des gens qui sont dans des zones qui ont été contaminées, qui sont à l'extérieur de la zone d'évacuation, mais qui sont quand même des zones qui sont touchées par des retombées de radioactivité plus grandes que ce qui était requis à Tchernobyl pour évacuer les populations. Imaginez. Mais on laisse, le gouvernement japonais laisse ces gens habiter dans ces régions-là. Aux États-Unis aussi, on a eu des problèmes avec une centrale. Alors, California Nuke Plant Detected, ça c'est une centrale nucléaire en Californie, a détecté des hausses de plus de 4000% d'iode 131. Alors, ils ont détecté ça durant justement le pic de Fukushima. Alors, durant la période là, tout de suite après le tremblement de terre et ce fameux tsunami. Donc, on a ici, évidemment, toutes sortes de nouvelles qui parlent de ça. Un autre chercheur de l'université, ici, on dit qu'on a trouvé des déchets radioactifs qui sont tombés avec les pluies en Oregon et dans l'État de Washington. Des gens avec beaucoup plus de radiation. Alors, vous avez des vidéos à les consulter, allez voir ça. Vous avez 117 travailleurs du Ohio National Lab. Alors, ça, c'est un laboratoire et qui ont été des gens qui ont été exposés à des doses de radiation probablement mortelles. Un problème encore là, un autre problème de réacteurs nucléaires. Ça continue un peu partout, comme ça dans le monde. Et puis, il y a de quoi se poser des questions assez sérieuses. Alors, voilà donc pour ce qui est du dossier nucléaire. Okay, nous allons parler maintenant d'actualité. Alors, écoutez, plusieurs trucs qui se passent. Alors, nous allons essayer de couvrir ça le plus rapidement possible. Bon, des tremblements de terre assez importants aussi, pas juste au Japon, qui se produisent à travers le monde aussi. Vous avez sûrement entendu parler de la Turquie, où c'est que ça l'a, évidemment, ça l'a brassé énormément la semaine passée. Des tremblements de terre massifs. Ici, je vous mets un lien. Vous avez ces fameuses caméras de sécurité qui ont enregistré des scènes assez troublantes. Allez voir ça, les bâtiments qui s'écroulent. C'est assez incroyable de voir la force de ces tremblements de terre qui secouent la terre d'un peu partout. Réellement, il faut le dire, là, une hausse de l'activité sismique sur la planète quand même assez anormale. Là. J'ai vu quand même là, les statistiques par rapport à ça, donc annuelles, et puis les tremblements de terre là, de classe 6, 7 et 8 et 9 là, sont évidemment extrêmement élevés comparés aux années normales passées. Là. Des tremblements de terre qui continuent de se produire un peu partout. Et puis, vous avez toujours ce super volcan aussi qui est sous l'eau. Vous avez aux îles Canaries, là, vous vous rappelez de ça, là, on en a parlé plusieurs reprises aussi dans le passé. Et puis là, le truc, écoutez, commence à se réveiller. Et puis on se demande bien ce qui va arriver avec ça. Là. Un volcan quand même assez massif et puis qui pourrait faire s'écrouler un flanc d'une montagne au complet dans l'océan. Certains craignent que cela pourrait créer un tsunami qui pourrait traverser l'Atlantique et dévaster les côtes est américaine et peut-être même possiblement canadienne et mexicaine. Alors écoutez, un truc quand même assez incroyable. Donc vous avez plus de 10 000 tremblements de terre qui s'est passé dans les derniers 4 mois là-bas. Et puis écoutez, là, vous avez des nouvelles aussi troublantes. Là, je sais pas, ça j'ai pas pu vérifier l'information, donc à vous là. D'y voir si vous voulez la vérifier. Là, je me sors en parenthèse, mais
je lisais à travers les branches sur l'internet que apparemment qu'on a même un certain dépôt de déchets nucléaires pas loin de ce volcan-là. Donc ça me surprendrait pas là avec la bêtise humaine là, d'une connerie de même là. Donc ça voudrait dire que si ce truc-là entre en éruption, ça pourrait faire éclater, évidemment mettre ces déchets radioactifs en circulation dans l'atmosphère. Alors, mieux vaut pas y penser. Je me demande à un moment donné si on n'est pas quelque part destiné à l'anéantissement. Je veux dire, avec la bêtise humaine, c'est absolument incroyable. Donc, écoutez, ça reste à voir. Anyway, comme je vous dis, sauf que c'est certain que on a un risque là ici d'une éruption assez importante là sur ce fameux dôme là de El Hierro qui se trouve là des îles Canaries. Ensuite, un autre dossier assez particulier, vous avez la Russie qui a essayé de lancer un engin spatial pour aller explorer la planète Mars, et puis le truc là n'a pas très bien fonctionné. Malheureusement, disons-le, écoutez, ce truc-là était censé se diriger vers Mars, mais le truc, dès le lancement, là, s'est mis à faire des siennes, et puis là, vous avez les Russes qui ont même la difficulté à rejoindre l'ordinateur à bord de cet engin. Et puis là, ce qui arrive, c'est que le truc n'a pas réussi réellement à s'arracher de l'orbite terrestre, et puis là, va retomber. Probablement, ça va prendre un mois de ce qu'on apprend dans cet article-là, et puis va commencer à retomber sur Terre. Et le problème, c'est que on avait à bord plus de 12 tonnes d'un combustible extrêmement dangereux et qui en ferait probablement l'objet spatial qui va retomber sur la planète Terre le plus toxique. C'est un mélange de peroxyde et puis d'hydrazine, alors deux combustibles là, qu'on utilise pour les véhicules spatiaux comme ça. Et malheureusement, ce truc-là, on espère, là, les Russes espèrent qu'il va rester liquide et que le truc va exploser à environ 75 km du sol dans l'atmosphère. Sauf que là, on explique que il est possible aussi que le truc, finalement, retombe sur la planète et puis cause un désastre environnemental avec son impact au sol. Donc, vous voyez, un autre truc là, qui survire contre nous autres et puis qui peut-être fait réfléchir sur la manière où on devrait peut-être explorer l'espace. Hein? Donc, une nouvelle assez particulière. Ici, un autre article que j'ai trouvé intéressant qui s'appelle 11 choses choquantes que vous réalisez maintenant être des vérités. Alors, très intéressant. Donc, des vérités que vous réalisez qui sont vraies, si vous voulez. Là. Et puis, à travers ça, j'ai inséré d'autres articles là, qui, évidemment, suivaient un peu dans la même ligne d'idées. Je trouvais cet article-là intéressant parce que, justement, il y a tout à fait si vous voulez, une accélération de la prise de conscience là, très rapide, si vous voulez, là, à travers la planète, à propos d'un tas de sujets, comme vous savez qu'on avait traité l'histoire du H1N1, et puis toute la fraude, si vous voulez, la fausse hystérie pour épeurer les gens, et puis forcer les gens, si vous voulez, là, à aller se faire vacciner, alors qu'il n'y avait aucune pandémie, aucune raison de s'alerter comme ça. Ça a été évidemment une grosse passe d'argent pour les compagnies pharmaceutiques. Et je disais comment qu'à un certain sens, ces gens-là sont un peu imbéciles parce que sur un coup, d'un côté, si vous voulez, ils font de l'argent, mais d'un autre côté, on a fait un travail de prise de conscience qui aurait pris normalement 50 ans, qui a été condensé en un an, où les gens ont réalisé puis commencé à remettre en question cette fameuse industrie des vaccins. OK? Il y a beaucoup de questions à se poser sur les vaccins, sur les bienfaits réels, sur les ingrédients qu'on y met, sur les effets de ces ingrédients-là et surtout les effets combinés de ces ingrédients-là qu'on n'a absolument jamais testés de toute l'histoire. Alors, il y a des prises de conscience comme ça qui normalement auraient pris soit des années ou même des décennies et puis qui finalement maintenant sont condensées puis vous avez des prises de conscience extrêmement rapides comme celle maintenant, si vous voulez, qui se reflète avec ce mouvement Occupy Wall Street à travers le monde. Une prise de conscience où les gens réalisent que finalement c'est le système bancaire basé sur la dette, le système bancaire fractionnaire qui est à la cause de, si vous voulez, qui est le cœur de nos maux économiques, ok, de nos dettes, de l'appauvrissement général de la population. Alors,
Vous en avez toutes sortes comme ça. Vous avez des nouvelles qui sont sorties. Alors ici, en numéro un, on parle du miel. Alors ça, c'est assez particulier. C'est un dossier, je ne sais pas si je vous avais parlé de ça. Sinon, allez voir ça, c'est intéressant. On apprenait que vous avez 75% de tout le miel qui est vendu dans les magasins qui ne contient pas de miel du tout. En réalité, on peut faire des tests de qualité du miel et puis il faut qu'il y ait du pollen pour que ça soit vraiment du miel. Et puis on a trouvé que dans 75% des échantillons de tous les produits qu'on vend dans les supermarchés en grande surface ne contiennent pas de miel du tout. Imaginez, c'est assez incroyable. Alors c'est toutes sortes de mélanges, toutes sortes d'affaires, mais c'est pas du vrai miel. Alors imaginez, quand même assez incroyable, là. Alors allez voir ça. Ensuite, en deuxième, vous avez tout le dossier du fluor dont je n'ai pas touché depuis longtemps. La fluoration de l'eau potable. Vous avez une prise de conscience aussi qui s'est faite là des dernières années qui est assez fulgurante et vous avez de plus en plus de villes qui maintenant, en fait de villes de citoyens de différentes villes qui refusent maintenant d'avoir leur eau fluorée, qui comprennent que le fluor est tout simplement un déchet industriel qu'on introduit dans l'eau. Hein, vous avez bien compris, un déchet industriel qui n'a rien à voir avec la santé, en fait, on regarde les villes où l'eau est le plus fluoré, c'est-à-dire où il y a le plus haut taux de fluoration d'eau, eh bien, on retrouve toutes sortes de problèmes de dentition, et dont la fluorose, et bon, ainsi de suite. Et des pertes de quotient intellectuel, vous avez une multitude de problèmes avec ça, qui se trouve être une mitigation forcée aussi de la population. Donc vous avez de plus en plus de villes maintenant qui refusent. Il y en a d'autres qui se battent encore pour prétendre que le fluor c'est bon. Alors vous avez tout un éveil là-dessus, des informations à aller voir. C'est évident, vous avez de plus en plus de spécialistes, de dentistes, de docteurs aussi qui se rallient à la cause et qui sortent ouvertement et puis qui réellement enfin osent dire leur fond de la pensée. Et puis vous avez de plus en plus de ces gens-là avec une immense crédibilité qui expliquent techniquement, on peut vous le faire scientifiquement, aucun problème, que le fluor n'est pas bon du tout, du tout, du tout. Ensuite, ces fameux vaccins contre la grippe qui contient des virus vivants et puis qui causent en réalité l'influenza, alors la grippe. Et puis, vous avez plusieurs articles par rapport à ça, donc allez voir ça. Vous avez aussi ces taux de mercure dans ces vaccins qui dépassent des fois jusqu'à 250 fois les normes de l'EPA aux États-Unis. Ok, donc on apprend que 49% du thymérosal est composé de mercure. Alors, ok, donc c'est évidemment un élément chimique extrêmement toxique et qui cause toutes sortes de problèmes au système nerveux central, aux fonctions neurologiques et toutes les fonctions biologiques du corps, ok? Donc là, on apprend que chaque dose des vaccins contre la grippe contient environ 25 microgrammes de thymérosal, ce qui est environ 250 fois les limites d'exposition qui sont mises en place par la Environmental Protection Agency, donc l'EPA, aux États-Unis. Alors, en plus de ça, il faut aussi se rendre compte que ces vaccins-là, en plus de contenir du mercure, contiennent aussi toutes sortes d'ingrédients étranges, potentiellement néfastes pour la santé, toxiques, des préservatifs qui ont été d'ailleurs liés à des conditions, en fait, des problèmes de la santé tels que le cancer. Alors, on parle aussi d'aluminium, qui est un neurotoxine, qui est aussi lié à la maladie d'Alzheimer et puis toutes sortes de maladies cognitives. La formaldéhyde, alors vous avez aussi la formaldéhyde dans ces vaccins-là. Et ça, la formaldéhyde, ça fait partie justement des substances qui ont été ajoutées par le département américain de la santé et des services humains, alors comme étant cancérigènes. Vous avez des antibiotiques aussi. Alors, toutes sortes de trucs qui se retrouvent là-dedans. Du Triton X100, qui est un détergent qui ne devrait pas injecter dans le système humain, alors dans le sang. Donc, vous avez toutes sortes d'affaires comme ça. Vous avez Ron Paul aussi, qui est délibérément complètement enlevé des nouvelles aux États-Unis. Quand même assez particulier. Vous avez des sondages sur Internet et puis des débats qui montrent que Ron Paul est extrêmement aimé et supporté par la base et puis qui est complètement ignoré par les grands médias. Alors, allez voir ça. Vous avez un autre
une autre nouvelle ici où on parle de justement de ces vaccins. Vous avez l'industrie médicale qui admet que les vaccins contre la grippe actuellement ne servent absolument à rien. Alors, vous allez voir pourquoi dans cet article-là. Ensuite, vous avez la vérité qui sort, la fameuse pandémie du H1N1 de 2009 et les morts, les mortalités des enfants qui ont été causées supposément par ce virus-là ont été en fait causées par le Staphylococcus aureus résistant à la méticilline qu'on appelle le SARM. OK, donc ou le MRSA, quand même assez particulier là, donc causé par ce fameux staphylocoque doré qui est caractérisé par sa résistance à un antibiotique, la méticilline. Alors, vous voyez encore là toutes les manipulations, les mensonges à lesquels on était soumis, c'est assez incroyable. Après ça, ben, on va avoir d'autres nouvelles assez importantes où on voit que les États-Unis, le gouvernement des États-Unis ont trafiqué des armes à feu dont je vous ai parlé, le fameux Fast and Furious. Alors, on a parlé de ça aussi dans les émissions précédentes sur l'émission. Alors, on a vendu des armes de haute puissance au Mexique à des cartels de drogue, OK? Alors, supposément qu'on voulait suivre ces armes-là pour découvrir ces criminels, sauf qu'évidemment que c'était absolument criminel de faire des opérations telles quelles. Alors, le gouvernement fédéral d'Obama et puis toute sa clique se sont excusés d'ailleurs la semaine passée, puis ont dit avoir regretté avoir entrepris cette fameuse opération incroyable. Alors voilà, vous avez des hôpitaux très prestigieux aussi aux États-Unis qu'on a trouvé être engagés dans un marché noir de trafic d'organes et puis de transplantation d'organes. Alors ça aussi c'est assez particulier comme nouvelle. L'industrie d'esclaves sexuels d'enfants, ok. Alors on apprend ici dans ces liens-là, que cette industrie, elle est importante, elle est hautement profitable et puis se retrouve partout à travers les États-Unis et dans le monde. Triste à dire, mais c'est un fait. Alors, allez voir ça. Ensuite, on apprend que vous avez les fameux poulets commerciaux qui sont de façon routinière engraissés avec des produits qui contiennent de l'arsenic et puis que les vaches commerciales sont routinement engraissé avec de la nourriture qui contient en fait de la merde de poulet quoi. Donc voyez un peu la nourriture dont on espère vous allez vous réjouir et payer cher. Alors, toutes sortes de trucs comme ça aussi, il faut faire attention. C'est pas parce que sur les boîtes de céréales de nourriture on écrit naturel que ça veut dire que ces produits-là le sont réellement. On apprend ici dans plusieurs autres liens que c'est devenu assez clair cette année que plusieurs de ces produits-là, en fait, contiennent des ingrédients qui sont modifiés génétiquement, alors quand même assez particulier. Et puis, évidemment, une des grosses prises de conscience globales, c'est que l'industrie bancaire mondiale est un gros racket criminel qui vole la fortune de la classe moyenne, de la classe travaillante à travers la planète pour redistribuer cet argent-là à travers l'élite globale mondiale. Évidemment, c'est la lutte à laquelle on fait face en ce moment et dont je vous parle il y a quelques semaines. OK? Et puis, ensuite, vous avez aussi, on apprend que le gouvernement américain, de façon routinière encore, conspire avec les géants pharmaceutiques pour conduire des expérimentations, des essais criminels inhumains, des expérimentations médicales sur des gens innocents. Alors, toutes sortes de trucs comme ça. On apprend de des expérimentations médicales secrètes que le gouvernement a tenues au Guatemala. Et puis j'ai toutes sortes d'articles et puis de liens par rapport à ça qu'à un moment donné, il va falloir revenir là-dessus. Je vous en parle là, c'est absolument documenté. Des trucs qui sont même admis là par le gouvernement américain. C'est assez particulier là réellement là. Donc voilà, les victimes du garde d'asile, faites attention, le garde d'asile, c'est pas bon. Réellement, là, vous avez aussi de plus en plus d'articles très critiques qui sortent là-dessus. Vous avez des victimes ici du garde d'asile qui prennent des actions légales contre Merck pour des fausses couches, des réactions même mortelles par rapport à ça.
Baxter aussi, la même compagnie qui avait mis sur le marché des vaccins contre la grippe qui contenaient finalement de la grippe aviaire, alors qui a été obligé de rappeler plus de 300 000 vaccins pour des réactions négatives très sérieuses, alors des réactions adverses sur la santé. Donc, vous voyez encore là la qualité de ces produits-là, c'est absolument incroyable. Donc, là même, on apprend que vous avez plusieurs de ces vaccins-là que vous rappelez, nos pays avaient acheté en masse, alors autant en France, en Europe, qu'en Amérique, ici, au Canada, aux États-Unis. Ces fameuses doses-là étaient censées durer 1 an et demi, 2 ans, puis là, on a appris que finalement ces trucs-là passent date beaucoup plus rapidement qu'on le pensait. On peut plus les utiliser, donc les millions de dollars qu'on a dépensés sont absolument pour rien. On jette ça aux poubelles. De toute façon, c'est tous bien de même, là, au lieu d'injecter ça aux personnes. Mais la question là-dedans, c'est qu'on a complètement gaspillé l'argent des fonds publics. Là, c'est incroyable. Là. Puis n'oubliez pas qu'on vient tout le temps vous demander après ça de vous serrer la ceinture, mesure d'austérité. Hein. L'aspartame. L'aspartame commence à être trop bien connu maintenant par la population comme étant aussi un poison sur bien des niveaux au niveau de la santé, crée aussi de l'hyperactivité, toutes sortes de problèmes comme ça. Vous avez différents problèmes neurologiques suite à ça. Alors les gens évitent l'aspartame de plus en plus. Alors on est en train de faire en sorte qu'on va changer le nom. Alors en réalité, vous savez, ce nouveau produit qui va être maintenant renommé AminoSweet. Alors, le même ingrédient toxique, mais avec un nom qui sonne beaucoup mieux. Alors, ça c'est incroyable. On a fait la même affaire d'ailleurs avec ce qu'on appelle le High Fructose Corn Syrup. Alors, le sirop de maïs de haut fructose. Là, traduction très boiteuse que je vous fais là. Mais qui en réalité est un genre de si vous voulez un ingrédient pour sucrer différents produits industriels, commerciaux qu'on achète, et puis qui est de très mauvaise qualité, qui est vraiment mauvais pour la santé, qu'on a trouvé dans plusieurs cas d'ailleurs, qui contenait même du mercure, alors toutes sortes de trucs comme ça. Et puis étant donné que là les gens commençaient à s'éduquer puis à comprendre que ces trucs-là n'étaient pas bons, on les évitait, et bien là on a renommé ce genre de sucre-là comme étant du sucre de maïs. Alors vous avez toutes sortes comme ça de stratégies par ces grandes compagnies-là pour faire en sorte que vous allez oublier, vous allez être confus par ce qui est réellement contenu dans votre nourriture. OK? Donc, toutes sortes de problèmes comme ça. La FDA maintenant aussi qui commence à être très inquiète parce qu'on a mis sur le marché des nouvelles pilules contraceptives qu'on appelle Yaz. Et puis là, on a trouvé que ça, c'est d'ailleurs des scientifiques qui ont rapporté que cette médecine de Bayer cause des problèmes dangereux tels que des caillots de sang. Alors, écoutez, là, évidemment que ça peut être très dangereux pour les femmes. Alors, vous avez des femmes qui prennent ça, qui ont 75% de plus de chances d'avoir des caillots de sang que des femmes qui prennent d'autres sortes de types de mesures contraceptives. OK, donc de pilules contraceptives. Donc voilà, j'espère que les femmes en prendront note. Alors c'est pour ça qu'on en parle ici sur l'autre monde, des nouvelles cruciales pour votre santé, n'est-ce pas? Ensuite, MSNBC qui rapporte que le gouvernement américain a sanctionné la stérilisation, donc des programmes de stérilisation sans le consentement des personnes qui en ont été l'objet. Alors des révélations choc dans un génocide légal aux États-Unis. Alors, quand même, des nouvelles assez incroyables, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez eu un débat à un moment donné qui comprenait des républicains. Et c'était un débat présidentiel républicain qui s'est tenu samedi, qui vient juste de passer en fin de semaine. Et puis, on parlait à un moment donné du waterboarding. Alors, c'est une technique d'interrogation qui est de la torture. Et puis, vous aviez les gens, l'audience qui était présente à ce débat-là, qui se sont mis debout et puis à applaudir quand on a commencé à parler de ça. Alors, absolument incroyable. Alors, vous voyez un peu la mentalité, de la classe psychopathe de dirigeants qui mènent nos pays, qui mènent tous nos pays. Autant au Canada qu'en Europe, aux États-Unis, c'est toute la même affaire. Alors, ces gens-là qui trouvent que c'est absolument fantastique, alors que la torture n'est absolument utilisée pour que la personne qui est torturée dise n'importe quoi, OK, que les bourreaux veulent entendre.
Alors, ils vont dire n'importe quoi pour que la torture arrête, n'est-ce pas? Alors, c'est de cette façon qu'on utilise après ces fausses informations-là pour justifier n'importe quel agenda de psychopathe. OK? Ensuite, dans les nouvelles de l'actualité, ben, on apprend que dans l'hémisphère nord, on a des les niveaux, en fait, des océans qui tendent à baisser, en réalité, depuis maintenant une décennie. Alors, on essaie de vous épeurer avec cette histoire de réchauffement climatique. Et puis là, vous avez ce fameux satellite européen, hein, Envisat, qu'on appelle, qui a été lancé en 2002, et on a mesuré que les niveaux des océans dans l'hémisphère nord avaient décliné depuis qu'ils ont commencé à mesurer ces niveaux des océans. Alors, c'est assez incroyable. On dit que maintenant, les océans sont environ 30 mm plus bas qu'ils étaient au milieu de l'année 2004. Alors, réchauffement climatique, chers amis, posez-vous des questions. OK? Vous avez toutes sortes de nouvelles comme ça. Téhéran qui a été surpris par des chutes de neige. Surprise, écoutez, réellement, très très tôt encore là dans la saison. Sorte de trucs comme ça. Donc, allez voir ça. Et puis, des nouvelles aussi surprenantes pour vous cette semaine. Une série d'articles absolument importants aussi pour votre compréhension réellement de ce qu'est le pétrole et puis de la façon dont il est formé. Parce qu'on a encore dans l'esprit de la majorité des gens l'impression que le pétrole est formé avec les matières fossiles des animaux et puis des plantes qui se sont décomposées depuis les millions d'années avec la pression des roches, etc., etc. J'en avais parlé dans le passé que il y a longtemps en réalité que au moins les Russes savent, et puis je crois qu'il y a plusieurs autres personnes qui le savent aussi dans l'industrie pétrolière, que le pétrole n'est pas seulement que généré par les fossiles des animaux, si vous voulez, les déchets fossiles des animaux et puis des plantes. Et puis là, vous avez des chercheurs à la Royal Institute of Technology de Stockholm qui ont maintenant prouvé que justement, il n'est pas nécessaire au gaz, pour le gaz naturel et le fameux le pétrole qu'on retrouve dans le sol, d'être formé, d'avoir, si vous voulez, des déchets, des sédiments d'animaux et puis de plantes pour se former. Alors, on a réussi finalement à démontrer que le pétrole et puis le gaz naturel dans la croûte terrestre peut se former de d'autres manières qu'à partir de ces matériaux fossiles. Donc, ça, c'est une nouvelle assez importante. J'en avais parlé dans le passé. Il est important d'en parler maintenant qu'on a des preuves de ça très solides. Ça date depuis au moins 2009. Et puis on en a encore d'autres preuves dans les prochaines nouvelles que vous allez voir, qu'il n'y a pas d'histoire de peak oil. En réalité, il ne va pas avoir de sommet ou de rareté du pétrole. C'est une histoire fabriquée de A à Z, OK? Ça ne veut pas dire que maintenant, il faut vivre du pétrole, alléluia, pour la fin des temps ici sur la planète Terre. Évidemment qu'on aurait tout avantage à trouver d'autres sources d'énergie comme l'énergie libre de Nikola Tesla, évidemment, au lieu d'utiliser ces matières extrêmement polluantes comme le pétrole. Sauf que telle est la vérité, et puis je veux dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont, n'est-ce pas? Alors, c'est pas parce qu'une roche est noire, et puis je veux dire qu'on ne la trouve pas bonne qu'il faut pas dire qu'elle est noire. Là. Je veux dire, si elle est noire, elle est noire. Si le pétrole est formé de façon abiotique, eh ben c'est ce que les Russes ont découvert depuis plusieurs décennies. Ils savent que le pétrole est formé très 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 profondément dans la croûte terrestre à des profondeurs où on n'a même jamais eu de sédiments de dinosaures ou d'animaux, de plantes. Alors du pétrole qui est formé très profondément dans la croûte terrestre. Alors maintenant on a des preuves de ça. On a d'ailleurs trouvé un record. Alors on a trouvé des restes d'un dinosaure à des profondeurs records de 2256 mètres sous le fond marin. Et puis, ce que ça prouve évidemment, c'est que les dinosaures qui sont proches de la surface de la Terre ne se sont évidemment pas retrouvés au fond de l'océan à des quantités, c'est-à-dire à des profondeurs aussi profondes. Ok, écoutez, chers amis, là, on a des Russes qui ont trouvé du pétrole à plus de dizaines de kilomètres de profondeur. Ok, et vous vous rappelez d'ailleurs que on a creusé des trous de pétrole, des compagnies pétrolières ont creusé des trous beaucoup plus profonds que ce qu'on peut, en fait, les strates géologiques qu'on peut retrouver des restes de dinosaures et de plancton.
Alors, vous comprenez. Alors, vous avez évidemment plusieurs articles à aller voir là-dessus. Vous avez le US News, hein, le World Report Magazine qui en faisait état de ça. Alors, on parle de ce fameux pétrole qui est formé de façon continuelle dans le manteau de la Terre. Alors, très, très intéressant à aller voir. Vous avez le Houston Chronicles aussi qui parle de ça. Une étude ici qui apparaît supporter la théorie du pétrole abiotique. Alors, on a les preuves maintenant. Donc, des articles absolument intéressants. Et puis, dans un autre dossier connexe très important, vous avez le gouvernement américain qui a confirmé qu'il y a un lien entre les tremblements de terre et puis les fameux gaz de schiste. Alors, vous savez, on fracture le sous-sol sous lequel, dans lequel, en réalité, on trouve des poches de gaz. Alors, vous savez, ces fameux gaz de schiste qu'on essaie d'exploiter partout à grandeur du territoire nord-américain. Alors, autant ici au Québec, au Canada qu'aux États-Unis. Et puis, vous vous rappelez, la semaine passée, on avait parlé de plusieurs tremblements de terre qui avaient frappé le centre des États-Unis. Et puis là, on commence à établir des liens directs. Et vous savez, cette pratique d'injecter de l'eau sous très haute pression dans des formations de roches très profondes cause des tremblements de terre. Vous avez la US Army, donc l'armée des États-Unis, puis la US Geological Survey en sont venus à la conclusion de ceci. Alors, vous savez, l'industrie du gaz naturel américaine pompe une mixture, si vous voulez, d'eau et puis d'assortiment de produits chimiques très profondément dans les sédiments. Et puis, on essaie de fracturer la roche comme ça pour libérer le gaz naturel. Et puis ensuite, on appelle ça évidemment une fracturation hydraulique du sol. Et on essaie de retirer après ça avec cette pression-là ces gaz qui se trouvent partout dans des poches à très grande profondeur dans le sous-sol. OK, donc très très important à aller voir. Ici, on parle d'un autre article que c'est justement cette fracturation des sous-sols peut avoir causé les 50 tremblements de terre qu'on a subis à Oklahoma la semaine passée. Évidemment, là vous comprenez à comprendre pourquoi cette industrie des gaz de schiste est extrêmement dangereuse. Et puis d'ailleurs, on apprenait dans le journal la semaine passée qu'ici, notre grand richissime Paul Desmarais avait investi avec son grand copain d'Albert Frère dans Belgique, avait racheté des parts d'une compagnie qui produit justement différents bidules, des machineries puis des produits chimiques qui sont nécessaires à cette industrie. Alors, vous voyez, ces gens-là se positionnent, on veut exploiter les gaz de schiste, et puis ça, on est pour creuser un trou dans le fond de votre cour, et puis complètement contaminer vos sources d'eau potable. Bon, on s'en fout, autant que ça soit rentable pour les grandes compagnies pétrolières. Les gouvernements sont évidemment très joyeux de ça. On se frotte les mains, on se fait graisser à la patte, on va recevoir des gros pots de vin. Vous avez le gouvernement qui se tourne à des techniques de hacking pour surveiller ses citoyens. Alors, ça aussi, c'est assez particulier. Vous avez ici un article qui parle de ça. Alors, on va utiliser évidemment toutes sortes de systèmes pour tracer les gens, soit au GPS, avec les smartphones, email, les messages instantanés de service et puis de chatting comme Skype et ainsi de suite. Alors, on apprend ça dans cet article. Et puis ensuite, vous avez un autre article ici qui est assez surprenant où on apprend l'utilisation de 10 tactiques d'opérations psychologiques qui sont utilisées en contre-insurgence. Alors, des tactiques qui sont utilisées contre des manifestants, par des compagnies. Alors ça, c'est assez incroyable aussi. Vous avez un activiste environnemental qui s'appelle Sharon Wilson qui s'est en fait présenté à un événement de l'industrie du pétrole à Houston la semaine dernière, puis qui finalement, si vous voulez, s'est rendu compte un peu de l'approche de l'industrie de la fracturation en fait des gaz de schiste et savoir comment qu'on approche ces personnes-là. Alors on s'est aperçu que Wilson a enregistré, si vous voulez, des insiders de l'industrie qui confirment que cette industrie engage des vétérans des opérations psychologiques militaires et puis utilise des procédures qui sont directement tirées des manuels contre, si vous voulez, les contre-insurgés de l'armée. Alors, c'est quand même assez particulier, là. C'est des insiders qui admettent qu'on emploie des tactiques comme ça d'opérations psychologiques
contre les citoyens américains. Alors, vous savez, c'est une business qui est très controversée, que ces fameux gaz de schiste. Et puis là, on essaie de faire en sorte là que on va essayer de neutraliser, si vous voulez, l'opinion négative qui est assez généralisée, répandue à travers la population pour essayer de leur fermer la gueule, pour essayer de les amener à avoir leur consentement. Et puis on va utiliser même des tactiques, comme je vous disais, militaires. Alors c'est quand même assez particulier. Un gros article ici, on dit télécharger le fameux manuel. Et puis vous allez voir que ces techniques-là sont effectivement utilisées pour contrôler les gens, pour finalement essayer de créer des situations où on va contrôler le message médiatique et la réaction des gens. Alors, assez incroyable, allez voir ça, ça a été révélé par le Business Insider. Rien que pour vous dire, là, c'est quand même du sérieux, ça vient pas d'un site là, de conspirationniste, là. Toutes les informations et les liens sont disponibles. Un autre truc intéressant, la fusion à froid, on en parlait aussi dans les émissions précédentes, alors ça continue, un article ici daté du 3 novembre par MSNBC, la machine de fusion froide italienne passe à un autre test. Alors ça aussi c'est intéressant, vous avez un physicien italien et puis l'inventeur Andrea Rossi qui a conduit une démonstration publique de sa machine de fusion à froid qui se nomme le E4 à l'université de Bologne et on a montré que justement une petite rentrée d'énergie ensuite met en place une réaction qui est encore très mal expliquée entre les atomes d'hydrogène et puis de nickel et qui mène à une sortie d'énergie qui est à peu près 10 fois plus grande que ce qui a été mis à l'origine à l'intérieur du système. Alors on affirme évidemment dans nos lois physiques que on ne peut pas obtenir plus que ce qu'on met dans un système. Alors on met ici en place un système qui semble fonctionner. Alors allez voir ça. Ensuite un autre article ici de Fox News où on parle justement des expériences de la fusion froide. Alors, est-ce que c'est un succès majeur ou un autre attrape-nigo? Allez voir cet article-là où on parle justement encore de cette invention qui est très porteuse, disons-le. Donc, toutes sortes de trucs comme ça. Ensuite, une nouvelle assez renversante et cocasse. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans les médias. Ça aussi, ça a été assez un classique, disons. Un classique qui va rester pendant longtemps, je pense. Vous avez Sarkozy qui débarque et qui parle à Obama. Alors, ces gens-là sont ensemble la semaine passée. Ça a été confirmé par BBC News avec Reuters. Et vous avez ces deux personnes, alors Barack Obama et Nicolas Sarkozy, qui discutent ensemble et qui appellent Benjamin Netanyahou, un menteur. Alors, on a la vidéo de ça, on les entend, tout ça a été confirmé très clairement par le personnel de Reuters et puis aussi les traducteurs français. Alors, vous avez sûrement entendu parler de ça, anyway. Et puis, vous voyez ces deux camarades qui parlent de Netanyahou comme un menteur. C'est assez incroyable. Donc, évidemment que ça, c'était lors du sommet du G20. Et puis là, vous avez Sarkozy qui dit I can't stand him. I can't stand him, ça veut dire je suis pas capable de le supporter. Alors il dit ça au président américain Barack Obama. Et puis Obama qui réplique You're fed up with him, but I have to deal with him every day. Alors écoute, t'en as marre de lui, mais moi, faut que je fasse des affaires avec lui. J'ai affaire à lui à chaque jour. Donc vous voyez un peu, vous voyez un peu l'état d'esprit de deux dirigeants qui, déjà on critique beaucoup, Sarkozy puis Obama qui sont loin d'être des révélations pour le peuple, disons là, et puis qui, même à leur niveau de psychopathie puis de criminalité avancée, pensent de leurs confrères israéliens des pensées aussi peu élogieuses que ça, qui est un grand menteur. Alors c'est assez incroyable. Donc évidemment qu'il ne faut pas cacher que Sarkozy et Obama sont tout aussi menteurs, là, disons-le, mais un événement quand même assez particulier. Alors voilà, donc c'est évidemment que c'est pas une nouvelle Netanyahou qui ment, là, je veux dire évidemment c'est pas une grande révélation, là, c'est juste le fait que on entend deux chefs d'État comme Sarkozy et Obama se dire ça l'un l'autre, comment ils sont pas capables de le sentir.
Netanyahou, là, c'est un danger public, là. C'est un danger pour la paix mondiale, là. Ça, c'est évident, là. Il est un danger pour le peuple juif aussi. Il est un danger pour tout le monde, ce gars-là, là. Donc, rien de neuf sous le soleil, comme on dit. D'ailleurs, même Netanyahou avait admis, lui, lors d'un speech en 2001, a été rapporté par le journal Le Haaretz à Israël, le 15 juillet 2001, qui donnait, M. Netanyahou, là, qui donnait un conseil aux gens qui l'écoutaient, donc à son audience, qui donnait un conseil sur savoir comment gérer des interviews à l'étranger. Puis Netanyahou avait déclaré que de toujours, peu importe là, si on a raison ou pas, toujours présenter son côté de l'histoire comme étant véridique. Alors, tout simplement, Netanyahou ici qui admet mentir, et puis Sarkozy et Obama qui ne font simplement qu'être d'accord avec ce que Netanyahou avait lui-même déjà déclaré à un public israélien. Alors, voilà. Et puis, c'est la même affaire, anyway, de toute façon, comme je disais, avec les leaders de l'Occident, où on reçoit même Netanyahou. Vous savez, Netanyahou est allé présenter des discours au Congrès américain, puis on lui a donné des ovations debout. Alors, voyez, toute une belle gang d'hypocrites. Et évidemment, la grande question à se poser, c'est à savoir comment ça se fait qu'Israël a une grippe aussi importante sur le monde en entier. Vous savez, comme je vous dis, c'est pas une grande surprise que des leaders mondiaux pensent de Netanyahou qui est un menteur. Évidemment, ce qui reste comme un mystère, c'est de savoir pourquoi ces fameux leaders internationaux continuent hein, d'embrasser les pieds, de suivre, d'être des bons servants, de faire tout ce que veulent ces ministres israéliens tels que Netanyahou, continuent à les supporter financièrement et militairement. Donc voilà, quand même une nouvelle assez particulière cette semaine. Vous avez ensuite un rapport des Nations Unies qui rapporte une hausse de 40% de la violence par ce qu'on appelle les colons juifs en territoire occupé palestinien en 2011. Alors, vous voyez que la violence continue à augmenter dans ces régions-là. Vous avez évidemment des Palestiniens qui ont été battus, qui ont reçu des blessures, certains ont été tués, dommages à la propriété, excusez-moi. Alors, comparé à 2010, là, une hausse de 40%. Ensuite, on parle aussi de gangs encore qui vendent des organes. Alors, j'en ai parlé la semaine passée, trafic d'organes. Ici, on parle de reins. Alors, on essaie de forcer des pauvres à vendre leurs reins. Des Israéliens désespérés. Alors, encore des business comme ça de trafic d'organes assez particuliers. Donc, on va y aller assez rapidement maintenant avec l'Iran. Écoutez, ça continue de bardasser dans ce dossier-là aussi. J'en ai parlé beaucoup la semaine passée pour vous exposer la situation en entier là, par rapport à la menace qui nous pend au bout du nez, qu'on se retrouve un bon matin, qu'on se réveille et puis qu'Israël a déjà amorcé des attaques sur les installations nucléaires iraniennes, entraînant évidemment probablement un désastre, un conflit, peut-être potentiellement une troisième guerre mondiale nucléaire. Impossible à arrêter. Alors on sait évidemment quand ces conflits-là commencent, mais on sait jamais quand est-ce ils vont se terminer, puis dans quel état. Alors vous avez totalement ici une guerre des médias américains contre l'Iran. Alors, vous avez de plus en plus ces cheerleaders des médias américains qui marchent pas à pas, main dans la main avec la classe politique américaine et puis les fameux Hawks qui voudraient les fameux néoconservateurs sionistes qui voudraient attaquer l'Iran. Donc, on a droit à la même soupe, la même propagande qu'on nous a passée pour vendre la guerre contre l'Irak. Alors, ces fameux mensonges qu'on savait être des mensonges, j'en ai régulièrement parlé. Alors, ces fameuses armes de destruction massive, les supposées armes nucléaires que Saddam Hussein aurait supposément voulu se procurer, les supposés liens de Saddam Hussein et puis avec le 911, tous des mensonges qui ont été admis par après à être tels quels. Alors, on essaye de maintenant nous resservir la même soupe, comme si on était des idiots, qu'on était pour manger encore la même merde qui leur a permis en fait de vendre leur guerre contre l'Irak. Là, on nous resserre comme je vous disais, les mêmes stupides fausses informations. Là, vous avez Google qui apparemment a relâché des images satellites d'installations iraniennes.
Et vous avez les Nations Unies qui ont déclaré que ces installations-là sont utilisées pour développer des armes nucléaires. On vous montre des photos satellites dans cet article-là. On est en train de vous faire capoter encore avec ça. Ça vient des mêmes cercles de personnes qui vous montraient ces fameux laboratoires biologiques mobiles en Irak qui n'en étaient pas, les fameuses cavernes des talibans dans les montagnes qui n'existaient pas, les fameuses armes de destruction massive que Saddam Hussein avait qui n'existaient pas, les fameuses installations nucléaires syriennes qu'Israël a détruit, puis qu'on a trouvé encore la semaine passée qui s'est trouvé être une manufacture textile. Vous voyez, ainsi de suite. Alors, on continue comme ça de vous sortir des images, des images qui ne veulent absolument rien dire. On vous montre des bâtiments, des images satellites, donc évidemment de haute altitude. Et puis, des images qui ne sont pas claires, on encercle des trucs, on vous dit que ces bâtiments-là sont des laboratoires nucléaires et biologiques. Alors, tout le temps la même maudite affaire, tout le temps vous vendre des mensonges, essayer de démoniser un pays que là, on a décidé que là, c'était l'Iran. L'Iran doit passer au bat, c'est un des ennemis perçus d'Israël. Israël qui cherche évidemment à recréer le grand Israël, les rats. Israël, alors d'une rivière à l'autre, alors ce qui part quasiment de l'Égypte au complet jusque de l'autre côté, en Syrie, Liban, on veut contrôler toute cette région-là, Pakistan, Iran, évidemment, Irak. Alors, on est en train de sortir tous les ennemis comme ça. D'ailleurs, vous avez une vidéo aussi que je vais vous présenter en archive, très intéressante, une analyse d'un cheikh, j'ai oublié son nom, d'un cheikh en fait du Moyen-Orient comme ça qui vous explique une des raisons pourquoi qu'on a envahi la Libye, alors pourquoi maintenant l'OTAN s'y trouve. On a un plan évidemment en Israël de faire tomber l'Égypte. Alors peu à peu, on est en train de préparer le terrain. Vous allez trouver des nouvelles qui parlent de ça, des pipelines entre l'Égypte et Israël qui ont été encore bombardés, toutes sortes de trucs comme ça. On fomente des divisions ethniques entre les catholiques et puis les musulmans. On est en train de déstabiliser le pays, alors d'un côté, on est en train de préparer, selon cet imam-là, ce cheikh-là, excusez-moi, une attaque de l'Égypte, alors qu'on va prendre en sandwich, on est en train de préparer une invasion, même terrestre, alors au sol. Alors d'un côté, vous auriez Israël, de l'autre côté, de l'OTAN qui arriverait par la Libye, vers le sol, c'est-à-dire via le sol. Aussi, évidemment, on prépare une invasion qui va être supportée par les forces aériennes et aussi par un blocus maritime. Alors, un point de vue qui est très intéressant puisqu'il concorde avec tous les mouvements sur le sol et tout ce qui se passe. Alors, de quoi considérer. Vous allez trouver tous les articles à propos de ça. Donc, vous avez évidemment là toutes sortes d'articles, dont ici aussi là le fameux rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, là où on parle de l'Iran comme étant un pays qui chercherait à se procurer des armes atomiques, des armes nucléaires. Okay? Alors, on dit que l'Iran serait capable de produire des bombes nucléaires d'ici quelques mois. Alors, ça vient tout le temps de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc on continue de vous épeurer, de vous épeurer avec ça, alors qu'on n'a vraiment aucune preuve tangible à part que des informations, ces informations-là, ce fameux rapport-là qui est basé sur ce qu'on appelle le laptop of death. Alors c'est un fameux laptop qui aurait été donné par des informateurs aux Américains qui contiendrait des supposées informations relatives au programme nucléaire militaire iranien qui a été exposé depuis au moins quelques mois, des années même, comme étant une fraude totale. Alors, écoutez, là, je veux dire, on a affaire avec des agents encore de la CIA qui se retrouvent derrière ça. On essaye de faire passer de la fausse information. Donc, écoutez, il y a vraiment beaucoup de trucs à aller voir là-dedans. Alors que d'un autre côté, comme je vous disais la semaine passée, c'est Israël qui a entre 150 et 400 têtes nucléaires avec les moyens des acheminer jusqu'à plus de 7500 kilomètres de là. Israël qui refuse de signer l'accord de non-prolifération nucléaire, qui refuse les inspecteurs de l'ONU, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et puis qui refuse tout accès à ces installations pour inspection.
Alors voilà encore là les doubles standards, les deux poids, deux mesures, vraiment ahurissants. Et puis, ben comme je vous dis, il y a cette fameuse histoire de laptop qui est à voir encore là, des allégations contre la République islamique de l'Iran qui date depuis 2004, quand une figure mystérieuse aurait donné ce fameux laptop à la CIA avec des données qui supposément concerneraient justement un programme nucléaire militaire iranien. Donc là, écoutez, le problème, c'est que ces informations-là qui sont censées être supposées top secret, hein, des informations top secret iraniennes sur un programme nucléaire iranien. Alors, toutes ces données-là, ces informations sur le laptop étaient en anglais. Alors, ça fait vraiment beaucoup de sens que les informations les plus top secret iraniennes soient écrites en anglais. Alors, des trucs comme ça qui ne font aucun sens. Hein? Donc, allez voir ça, des articles qui viennent justement là essayer de soulever votre jugement là-dessus, essayer de stimuler votre pensée critique et puis vous donner une autre version là de ce qui se passe là. Donc, grosse fraude qui est en train de se passer là-dessus. Évidemment qu'Ahmadinejad et puis l'Iran ont refusé ce rapport-là comme étant ridicule, évidemment, qui répétait des accusations non fondées par les États-Unis puis les sionistes. On a une autre vidéo ici qui sort de Press TV News qui démontre comment justement ce rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique a été influencé par Israël. Alors ça aussi, vous allez trouver ici encore là des indices, des preuves, des évidences comme quoi que tous ces trucs-là sont évidemment massivement influencés par Israël qui ont tout à gagner là-dedans. Alors, vous avez le président israélien qui dit que des attaques en Iran sont de plus en plus probables. L'attaque à l'Iran et puis l'AIPAC, évidemment l'AIPAC aux États-Unis qui est un gros lobby d'influence sioniste israélien pour la guerre contre l'Iran, veulent que les États-Unis s'y impliquent, participent à ça. Donc, vous avez encore bien plus effronté que ça. Vous avez ce fameux lobby aux États-Unis qui non seulement pousse les États-Unis à partir une guerre contre l'Iran, mais on est en train aussi de pousser un projet de loi qui ferait la prohibition d'utilisation de diplomatie entre ces deux nations, donc les États-Unis et l'Iran. Imaginez-vous donc, c'est assez incroyable. On est en train de rendre la paix illégale. Hein? C'est en train de rendre les efforts diplomatiques illégaux aux États-Unis complètement débiles. OK? Donc voilà, une section 601 de ce projet de loi on a une restriction sur les contacts. Aucune personne employée par le gouvernement des États-Unis ne peut contacter un officiel ou un non-officiel ou n'importe quelle personne qui représente le gouvernement de l'Iran. Imaginez, incroyable, complètement débile. Alors, on est en train de prévenir la diplomatie. C'est ça que ça veut dire. Hein? Donc, ça veut dire que ni le président, ni le secrétaire d'État, ni aucun autre diplomate américain ou émissaire ne peut engager des négociations ou de la diplomatie de quelque sorte pour essayer d'en venir à une solution à ce faux conflit en réalité. Donc, c'est quand même assez particulier de voir ça, là. La paix qui est maintenant devenue illégale aux États-Unis en plus. Alors, voyez la puissance, l'influence de ce lobby israélien sur les États-Unis. Vous avez Israël et les États-Unis qui, eux autres, s'embarquent dans un exercice conjoint le plus important de l'histoire de ces deux alliés. Alors, on continue de justement se préparer à ce fameux conflit-là. Et puis, vous avez 5000 personnels américains et Israéliens et Américains qui vont participer ensemble. Alors, quand même assez spécial de voir les préparatifs directement sous notre visage. On parle ici d'un prospect de troisième guerre mondiale qui pourrait détruire évidemment l'économie globale, c'est évident, tout le temps dans le but de créer ce grand Israël et puis d'établir un gouvernement autoritaire global. OK? C'est pas des histoires de conspirationnistes ou quoi que ce soit, là, c'est réellement ce qui est en train de se passer. Vous avez évidemment des articles ici à lire, à consulter, OK? Il y en a un ici qui parle des États-Unis puis d'Israël avec leur obsession avec l'Iran, les vraies raisons, publié le 6 novembre 2011 par Damien Leighton. Alors, on parle de cette élite sociopathique, psychopathe, qui
qui tiennent des conférences, qui discutent de leur plan, leur désir de détruire l'économie globale, parce que la destruction puis le chaos vont les aider à amener plusieurs de leurs éléments de leur agenda, leurs objectifs politiques à long terme et puis leur projet global, si vous voulez, d'établir un gouvernement autoritaire global avec un droit d'un pouvoir de vie ou de mort sur toutes les nations. Okay? On veut aussi, évidemment, augmenter la famine de masse dans le monde, faire en sorte que les gens meurent de faim, créer une pauvreté pour accélérer la réduction de la population mondiale. Alors, ça paraît débile pour vous, mais écoutez, l'élite en parle depuis longtemps. Le Club des riches se sont réunis avec Bill Gates, toute cette gang-là, Ted Turners, Oprah Winfrey. Toute cette gang-là se réunissent ensemble, discutent de réduction de la population mondiale. Ok, c'est des affaires qui sont publiques, là. Je veux dire, vous pouvez trouver tous les documents par rapport à ça. Donc voilà, on veut mettre fin à la civilisation industrielle, au développement du matériel et puis économique. On veut contrôler, évidemment, sécuriser tous les profits puis les ressources naturelles pour la petite élite globale. Hein? Donc on veut contrôler tout ça, on veut contrôler la destinée de l'humanité, de la planète. Okay? On veut faire ça pour la meilleure façon d'y arriver, évidemment, c'est de détruire la classe moyenne, de forcer les gens à vivre dans une pauvreté abjecte. Parce que quand les gens vivent dans une pauvreté abjecte, ont de la misère à se nourrir, ben, on pense pas justement à s'éduquer, à penser, à faire la révolution, mais plutôt à avoir le prochain repas. Hein? Donc, c'est évident que quand on maintient les gens dans un état de survie, ben, on s'assure que ces gens-là vont rester très dociles et incapables de se rebeller. Hein? Donc, c'est évidemment le moyen par lequel le nouvel ordre mondial, par les banquiers financiers internationaux, les banquiers privés, et puis ces fameux tyrans globaux, amènent le système. C'est en créant un chaos global. C'est leur porte d'entrée, ok, pour faire en sorte que le monde va accepter ce gouvernement autoritaire global. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que ces gens-là, ces maniaques-là, à Tel Aviv et à Washington, ont de quoi à gagner en attaquant l'Iran puis en faisant exploser la région en entière? Bien sûr, ils peuvent gagner évidemment une déstabilisation du monde, gagner du territoire, faire avancer leur agenda. Alors, c'est très important là d'avoir ça en tête. Vous avez une carte ici du grand Israël, Greater Israel, qui a été publiée par un mouvement de colons israéliens radicaux. Alors, imaginez, c'est publié par eux autres mêmes. Allez voir ça, c'est pas des histoires encore là antisémites ou quoi que ce soit, c'est publié. Tu sais, les sources que je vous rapporte bien souvent dans ces affaires-là, ça vient des Israéliens eux-mêmes, soit des Juifs eux-mêmes, des occupants sur les lieux. Alors, ça vient de la bouche des gens mêmes. Alors, j'utilise pas de sources antisémites ou quoi que ce soit, puis ça vient pas d'une motivation antisémite de vous rapporter ça, mais je rapporte les mots mêmes de la bouche de ces gens-là. OK? Ensuite, un autre article qui parle ici des politiciens américains qui sont la plus grande menace aussi pour la paix mondiale de toute l'histoire humaine. Alors évidemment que si on regarde l'histoire, on se rend compte que les États-Unis ont entraîné un paquet de guerres et on sait que, comme je vous disais dans les émissions passées aussi, que les États-Unis sont en guerre avec au moins de 8 à 10 nations en ce moment, des guerres qui sont couvertes, des guerres silencieuses, mais qui sont des guerres néanmoins. Alors, toutes sortes d'accusations contre un scientifique nucléaire soviétique ici qui finalement n'a jamais travaillé sur les armes nucléaires. Alors, tout ça relié à l'Iran, évidemment. Donc, vous avez un autre article ici là qui est relié, qui s'appelle The Lie of the Century. Alors, évidemment, les mensonges qui ont été mis de l'avant pour la conquête de l'Irak, qui a été remise en lien. Pourquoi? Ben parce que justement, vous avez maintenant CNN avec des headlines, hein, des titres de nouvelles là, qui parlent de l'Iran qui écoutez, là, ça a été vous avez ces genres de lignes de nouvelles qu'on a à la télévision. Le CNN publiait là, au courant du week-end que l'Agence internationale de l'énergie atomique déclarait que l'Iran est en train de construire des armes nucléaires. Alors, ce n'est simplement pas vrai. Ce n'est même pas ce qui est écrit dans le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ce rapport, en fait, montre clairement qu'ils n'ont pas trouvé aucune évidence en Iran de combustible qui a été détourné pour construire des armes nucléaires.
OK? Ce que l'Agence internationale de l'énergie atomique a trouvé, c'est des tests d'explosifs qui n'ont pas d'application militaire nucléaire et que l'Iran est en possession d'interrupteurs qu'on appelle Critron, qui sont utilisés pour différentes applications industrielles, incluant les machines à photocopier. Et puis là, on a dit que dans ce rapport-là, supposément que ces interrupteurs-là pourraient être utilisés pour détenir des bombes nucléaires, ainsi de suite. Donc, on déforme évidemment toutes les informations qui sont trouvées. Vous avez d'autres choses qui sont avancées dans ce rapport, des accusations secondaires qui, comme je vous disais, proviennent de ce fameux laptop of death, alors le laptop de la mort, qui a été littéralement donné aux États-Unis par le MEC, le MEK, en 2004, contenant toutes sortes de matériel incriminant, supposément. Sauf que ça se trouve encore là d'être l'information qui est forgée, l'information qui est manipulée, qui est trafiquée. Alors, allez voir ça, toutes sortes d'informations qui vous montrent justement que c'est encore des manipulations pour démoniser l'Iran et puis vendre une guerre contre ce pays. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, voilà. Vous avez ces fameux bozos-là qui sont en train de dire que l'Iran est en train de développer du matériel nucléaire, des explosifs nucléaires. Sauf que le nouveau rapport rapporte, soutient des choses qu'on ne peut pas démontrer comme étant fausses. Alors, écoutez, on dit qu'il y a une existence d'armes nucléaires, qu'il y a un programme de développement d'armes nucléaires en Iran, mais on ne peut pas, évidemment, c'est un principe quand même assez simple, là, on ne peut pas prouver quelque chose qui est négatif. OK? C'est-à-dire que l'Iran ne peut pas prouver qu'elle n'a pas d'armes nucléaires. C'est impossible. On ne peut pas prouver un négatif. Là. Écoute, l'Iran ne va jamais être capable de prouver quelque chose qui est négatif, c'est-à-dire qui n'existe pas. Si l'Iran n'a pas d'armes nucléaires, comment voulez-vous qu'il le prouve? OK? Donc, c'est un faux raisonnement logique. Et puis, c'est sur ça qu'on est en train de baser les raisons pour aller en guerre. C'est un même argument qui s'applique à toutes les nations du monde. Aucune nation du monde peut prouver qu'elles n'ont pas de programme nucléaire. C'est complètement fou. S'ils veulent partir une guerre contre l'Iran, qu'ils prouvent avec des preuves tangibles, incontournables, vérifiables, que l'Iran a un programme nucléaire et cherche ou possède déjà des armes nucléaires. Voyons donc, là. Vous avez le Bahreïn qui est une autre marionnette, une autre dictature militaire supportée par les États-Unis, qui eux autres ont déclaré que là où ils ont trouvé des liens avec si vous voulez, un complot terroriste là, qui est en train de se préparer au Bahreïn, et puis là on a trouvé des liens avec l'Iran. Alors voilà qu'on est encore de préparer des faux liens, préparer encore là la population mondiale, c'est de l'attendrir à une attaque contre l'Iran. Hillary Clinton qui demande des explications, une réponse iranienne à ce fameux rapport qui accuse l'Iran d'avoir des bombes nucléaires, alors que l'Iran a déjà déclaré, a déjà répondu que ce rapport était des babards, était des mensonges. Là, vous avez Lieberman, Joe Lieberman aux États-Unis qui lui a déclaré qu'on doit utiliser la force militaire contre l'Iran. Alors, vous avez toutes sortes de gens comme ça qui s'amusent à parader pour la guerre. Vous avez Mitt Romney, je vous en ai parlé la semaine passée aussi, qui dit que lui, on doit se préparer pour une guerre contre l'Iran, s'il est élu, lui, il va partir contre l'Iran, c'est certain. Alors, vous avez la chancelière allemande Angela Merkel qui a déclaré le vendredi dernier, elle a appelé à tous ses alliés, ses pays alliés, spécialement les États-Unis, d'exploiter tous les efforts diplomatiques pour arriver à une entente, des discussions, au lieu de tout le temps se pencher, de parler de solutions militaires. Alors, évidemment que ça continue de brasser dans plusieurs cercles, évidemment de très haut niveau, on s'aperçoit des conséquences. Alors, vous avez le ministre de la Défense, lui, qui canadienne, ici Peter MacKay, alors le ministre de la Défense au Canada, qui a déclaré qu'il va parler, lui, avec Israël à propos de ses fameux plans d'attaquer l'Iran. Alors, lui aussi, il se demande bien qu'est-ce qui va se passer, sauf que s'il pense qu'il va y avoir plus de réponses que Barack Obama, par rapport à ces attaques-là, il se trompe. Israël avait déclaré aux États-Unis qu'ils ne vont pas avertir d'avance les États-Unis s'ils sont pour attaquer l'Iran. Alors, ça va être une surprise totale. Surprise totale pour n'importe qui.
se trouvent dans le chemin. Alors voilà, alors vous avez toute cette liste de nations sadiques, nécrophiliaques, qui veulent évidemment attaquer des nouvelles nations. Donc myopie totale par rapport aux conséquences que cela aura. Le gouvernement anglais, lui britannique, qui s'attend à des attaques israéliennes sur l'Iran d'ici les 2 prochains mois. Ensuite, un autre rapport ici d'Israël qui cherche à upgrader ses armes nucléaires, ses capacités nucléaires, mais évidemment que c'est la station d'électricité iranienne qui est le problème, right? Hein? Alors, chers amis, comme je parlais la semaine passée aussi, faites des recherches avec cette fameuse option Samson. Alors, l'Israël qui a cette option Samson d'anéantir le reste du monde s'ils s'aperçoivent qu'ils vont tomber militairement, ils vont être whatever, là, tomber sous des attaques ou en train de perdre militairement dans un conflit. Et on est en train de se poser des sérieuses questions d'ailleurs au niveau du monde entier si on n'est pas face à une deuxième vague, une deuxième attaque de Stuxnet, dont je vous ai parlé amplement aussi dans le passé, qui a causé possiblement le désastre aussi à Fukushima Daiichi. Alors, Stuxnet, c'est un virus Internet qui attaque les centrales nucléaires, okay? qui attaque les centrales nucléaires à travers le monde. Et puis, vous avez Dooku, maintenant une nouvelle variation, une nouvelle génération qui est en train de prendre place partout là, sur la scène internationale et qui apparemment commence à causer des dommages. Alors, est-ce que ça se trouverait être une nouvelle attaque comme ça contre le monde entier? Un virus qu'on sait qui a été créé par les Israéliens et Américains. Donc, là, vous avez une série d'articles ici par rapport aux armes nucléaires américaines, c'est-à-dire israéliennes, il faut bien le savoir, américaines, il faudra en parler aussi. Là, je veux dire, comment on peut avoir deux nations dans le monde, les États-Unis puis Israël, qui sont en train de faire une crise d'hystérie contre les supposées théoriques bombes nucléaires iraniennes, alors que ce sont eux qui en ont des centaines et des milliers pour les Américains qui les ont même utilisés contre les Japonais. Alors, plusieurs articles ici. Des papiers secrets ici qui montrent comment la Grande-Bretagne a aidé Israël à fabriquer la bombe atomique dans les années 60, comment ils leur ont donné des tonnes de produits chimiques vitaux, incluant du plutonium et de l'uranium pour construire ces bombes-là. Comment que Harold Wilson et puis ses ministres savaient rien de cela. Alors, vous savez, ça se passe même dans le dos des ministres, des premiers ministres. Alors, plusieurs articles comme ça, Israël qui révèle des secrets sur comment ils ont acquis la bombe nucléaire. Ça, c'est un documentaire à la télévision qui montre Shimon Peres, qui parle des détails, comment qu'Israël a acquis la première bombe nucléaire. Alors, ça, c'est assez incroyable. Ça va être présenté dans le monde arabe au complet. Alors, vous voyez que ce n'est même plus un secret maintenant. Alors, plusieurs articles comme ça qui parlent de ces fameuses bombes nucléaires et puis comment que ça s'est produit, comment qu'ils les ont acquis. Et vous avez les photos de Vanunu, de Dimona qui ont été publiées aussi en 1985. Alors, voilà, c'est très, très important à avoir en tête. Alors, savoir c'est qui, c'est vrai, la vraie menace dans cette région-là. Vous avez eu 15 personnes qui sont mortes après des explosions proches d'une base de la garde révolutionnaire en Iran, à l'extérieur de la capitale iranienne. Alors, une massive explosion à un dépôt d'armes militaires. Et on se demande si c'est pas encore là un acte de sabotage à l'avance d'une attaque principale contre l'Iran. Alors, il y a toutes sortes d'affaires comme ça qui se passent normalement à l'avance d'une attaque majeure et puis des trucs qui sont précurseurs. Alors, voilà. Vous avez Washington ici qui renouvelle des menaces militaires contre l'Iran. Vous avez des attaques cybernétiques, en fait, sur la sphère électronique en fait d'internet, ok. Et alors vous avez des attaques comme ça qui ont été perpétrées, qui semblent encore être liées avec ce fameux virus Stuxnet, alors qui fait des siennes un peu partout. Alors c'est un virus Trojan Dooku qui est en train de se, comme je vous disais un peu plus tôt là,
de reprendre place sur la scène internationale, dont l'Iran, et puis attaquer des installations nucléaires. Alors, quand même assez inquiétant de voir ça, puisque ça peut faire complètement partir en couille là, les réacteurs nucléaires et puis causer des fusions de ces fameux réacteurs. Alors, on se retrouve dans une situation très dangereuse. Israël qui se dit prêt à attaquer l'Iran d'ici le mois de décembre. Alors ça, c'est publié dans le Newsmax. Alors ça, c'est des dirigeants des services du renseignement britannique qui ont averti que Israël se prépare à lancer une action militaire contre l'Iran d'ici Noël. Alors, ça vient de toutes sortes de sources importantes publiées ici dans le Telegraph en Angleterre. Donc, on essaie de se préparer évidemment le plus rapidement possible pour lancer cette attaque avant que les soldats américains se retirent d'Irak. Alors, vous savez que ces soldats américains en Irak se trouvent entre Israël et puis l'Iran. Alors, si Israël est pour lancer des attaques surprises sur l'Iran, alors que les Iraniens se préparent à riposter, ben, qui va se trouver entre les deux? Les deux bouches de canon, c'est les Américains qui se trouvent en Irak. Alors, un plan très astucieux de la part d'Israël. Donc, vous avez un autre ministre ici israélien qui ne voit très peu de mauvais côtés à attaquer l'Iran. Alors, évidemment que ce n'est pas justement les enfants américains qui se trouvent sur le chemin de la réplique iranienne. Hein? Donc, évidemment que ces jeunes-là américains qui se retrouvent entre Israël et l'Iran vont se prendre toutes ces tirs-là dans la gueule. Hein? Donc, c'est fantastique. Vous avez même Netanyahou, lui, qui mène la guerre à des activistes pour la paix en Israël. Alors, je voyais même le peuple israélien, il est pas mal victime de Netanyahou, disons-le. Vous avez même un ancien chef du Mossad, lui, qui, comme je vous parlais la semaine passée, Maire Dagan, qui a averti publiquement contre un prospect de guerre contre l'Iran, disant que ce serait une erreur monumentale. Vous avez même une firme israélienne très importante, qui s'appelle Clad Finance, qui a déclaré que des actions militaires contre l'Iran, contre les sites nucléaires, vont faire monter les prix de pétrole de façon incroyable, évidemment endommager les échanges et l'économie mondiale. OK, ça c'est une firme d'investissement israélienne, OK, qui craignent évidemment une attaque militaire contre l'Iran, hein, disant que le prix économique va être trop élevé pour le monde et le monde n'acceptera pas cette attaque évidemment. Et puis comme écoutez, là, c'est évident que les prix du pétrole augmenteraient au moins à 200, 300 le baril, OK? Donc, vous voyez évidemment les conséquences pour en découler qui seraient énormes. Vous avez des leaders du Hezbollah qui ont averti aussi que des attaques contre l'Iran pourraient partir une guerre régionale, évidemment. Vous avez la Russie qui se dit prête à prévenir une attaque militaire contre l'Iran. Vous avez la Russie et la Chine qui ont averti les États-Unis contre une attaque, évidemment, contre ce pays-là. Donc, vous avez la Russie puis la Chine qui se met évidemment en chemin, qui se met dans le chemin, qui veulent empêcher de nouvelles sanctions contre l'Irak et puis une attaque militaire. L'Iran cherche à devenir un membre à part entière du Shanghai Cooperation Organization. Alors, ça aussi, c'est un développement géostratégique très important. Ça veut dire que là, ce pays-là se retrouverait dans une alliance militaire avec la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan. Alors, très important. Israël qui pourrait être forcé de lancer ses attaques seul sur l'Iran, mais comme on sait, Israël ne sera pas capable de terminer évidemment une guerre qu'elle commencerait contre l'Iran, donc devrait impliquer les Américains. Voilà, donc toutes sortes d'affaires comme ça. Le chef de la défense américaine, Monsieur Panetta, Leon Panetta, le secrétaire de la défense américaine, a déclaré que des attaques militaires contre l'Iran pourraient avoir des conséquences très fâcheuses et imprévisibles. Alors, on essaie évidemment de prévenir une attaque. Des gens qui sont encore assez lucides, autant en Israël qu'aux États-Unis, pour essayer d'avertir les fous qui sont là, qui voudraient partir une guerre, que c'est vraiment pas une bonne idée. Évidemment qu'on a refusé de donner à Washington même un avertissement comme quoi qu'Israël était pour partir ces guerres-là. Donc, on laisse les Américains même dans le noir total par rapport à ça. Les États-Unis qui ont mis de la pression sur le Koweït pour qu'ils puissent avoir plus de troupes de combat stationnées à l'intérieur du Koweït. Alors, on veut redéployer des milliers de soldats
de combat qui sont présentement en Irak et puis les déplacer vers le Koweït. Alors, ceci n'a rien à voir avec l'Irak, évidemment. Alors que le gouvernement, vous avez le gouvernement irakien qui a déclaré, qui a ordonné en fait à l'armée américaine de sortir du pays puis de rester à l'extérieur. Vous avez d'ailleurs Moqtada al-Sadr, le fameux cléric, le fameux clerc chiite, qui a déclaré lui que les Américains étaient pour se prendre une recrudescence d'attaque contre leurs troupes s'ils ne quittaient pas d'ici le 31 décembre. Donc, écoutez, si les États-Unis sont en train de mettre de la pression sur le gouvernement du Koweït pour permettre plus de troupes de combat de rester sur le sol, cela a certainement beaucoup plus à voir avec le prépositionnement de ces troupes américaines pour une attaque potentielle contre l'Iran. Alors, on voit toutes sortes de mouvements géostratégiques de troupes militaires aussi qui se passent dans cette région-là. Donc, les Américains qui négocient avec le gouvernement du Koweït. Obama qui va aider aussi la dictature en Ouzbékistan. Alors, vous avez évidemment l'administration Obama qui supporte comme ça des régimes dictatoriaux autant au Yémen qu'au Bahreïn qu'en Ouzbékistan. Alors, vous avez une dictature qui est en place, un régime très répressif, un des plus brutal et sites sur la planète. Et puis, écoutez, vous avez l'administration Obama qui a indiqué qu'ils étaient pour donner de l'assistance militaire qui est payée par les payeurs de taxes américains à l'Ouzbékistan. Et puis, on est en train de, évidemment, se préparer le terrain. Encore là, à avoir des bases centrales en Asie centrale où on transite beaucoup d'équipements militaires et toutes sortes d'équipements comme ça à l'intérieur, c'est-à-dire vers et à l'extérieur de l'Afghanistan. Surtout que vous avez les Américains qui ont été ordonnés par le Kirghizistan de fermer leur base militaire à Manas. Alors on est en train d'essayer de trouver d'autres routes d'acheminement de ce matériel militaire. Ensuite, vous avez aussi le Pakistan qui a menacé de couper ses lignes d'approvisionnement aux troupes américaines. Alors, comme je vous dis, là, les États-Unis sont en train de se dépêcher pour trouver des alternatives. Donc, des trucs très intéressants à savoir. Des rapports aussi qui parlent de l'armée américaine qui est en train d'aider à combattre des terroristes nigériens. Alors, vous savez, ces troupes américaines qui sont de plus en plus impliquées sur le territoire africain, à l'intérieur du Nigeria, alors et de toutes sortes d'autres nations comme ça. Alors voilà, comme je vous dis, on se demande à savoir combien de pays ça prend avant qu'on appelle ça une guerre mondiale, combien de pays ça prend avant que les États-Unis envahissent, là, littéralement, avec des troupes militaires, avant qu'on appelle ça une guerre mondiale. C'est déjà une guerre mondiale. Même selon un général russe, on peut déjà appeler ça une guerre mondiale. C'est pas juste une opinion ici qu'on a sur l'autre monde. Hein. Vous avez des bateaux français aussi, puis des drones américains qui ont attaqué la Somalie, alors que des troupes kenyennes s'apprêtent à envahir la Somalie. Alors, vous voyez, là, on est en train de s'impliquer un peu partout comme ça. Des guerres pour les ressources contre les gens qui ont la témérité de vivre seulement au-dessus de ces ressources. Alors, le gouvernement américain qui essaie évidemment de s'approprier de ces ressources pour ses corporations, ses compagnies. Hein? L'administration Obama aussi qui va commencer à vendre des bunker busters radioactifs aux Émirats unis arabes. Alors, pour contrer l'Iran. Alors, on est en train de se prépositionner un peu partout dans la région. Les États-Unis qui essayent d'annuler une interdiction d'utiliser des bombes à fragmentation. Alors, c'est bravo, les États-Unis avec un effort super humanitaire comme ça dans le monde. Hein? Allez voir les articles. Là, vous avez une photo d'un petit qui s'appelle Ahmed Kamel, un jeune de 12 ans qui a eu le malheur d'avoir ses membres, ses mains être complètement arrachés par une de ces bombes à fragmentation. Ces enfants qui les retrouvent sur le sol, ces bombes qui ne sont pas explosées. Et puis, les enfants les trouvent, jouent avec, leur explosent dans les mains. Et puis, c'est comme ça que ces gens-là retrouvent leur enfant. Alors, c'est fantastique. Les États-Unis, eux autres, avec Obama, hein, le prix Nobel de la paix, lui, qui essaye de tout simplement renverser cette décision d'interdire ces bombes complètement inhumaines qu'on n'a pas besoin d'avoir. Ok, c'est même pas stratégiquement, militairement important d'avoir ces bombes-là, à part de faire souffrir des civils.
Réellement, c'est les civils qui souffrent le plus de ces types d'armes-là. Vous avez un autre article ici qui parle de Barclays et HSBC, hein, des grandes banques qui sont impliquées dans le financement majeur de manufacturiers d'armes aux États-Unis, qui financent toutes sortes d'armes comme ça, des bombes à fragmentation et ainsi de suite, investissent des millions de dollars, des centaines de millions de dollars dans des banques, dans des compagnies qui produisent toutes sortes d'armes abominables qui vont finalement affecter des civils, des populations entières. Ok, vous avez Exxon aussi, ExxonMobil, qui viennent de signer des accords d'exploration de gaz et de pétrole avec les Kurdes dans une région semi-autonome d'Irak. Alors ça, c'est une des plus grandes retombées de cette invasion de l'Irak depuis le début. Alors, on parle ici là d'un accord d'écoutez, de 50 milliards de dollars et puis qui est évidemment très controversé avec le gouvernement de Malaki central en Irak qui est en conflit avec ces fameux Kurdes. Alors voilà ExxonMobil, une compagnie qui a donné une des plus grandes contributions de campagne politique de 1999 jusqu'à présent et puis qui voit maintenant enfin le retour d'ascenseur qui revient pour eux des milliards de dollars en bout de ligne. Ensuite, vous avez d'autres tensions politiques qui se développent entre les États-Unis puis la Chine. Obama qui a déclaré à M. Hu, président de la Chine, Hu Jintao, que les Américains étaient frustrés puis étaient impatients avec la vitesse à laquelle les changements prennent place à Beijing avec les politiques économiques. Vous avez le Washington Times ici qui parle du Pentagone, qui planifie une guerre froide contre la Chine, ni plus ni moins. Ben ouais, le Pentagone qui lève le voile du secret la semaine passée sur un nouveau concept de bataille dirigé contre les efforts militaires chinois qui visent à contrer ces efforts-là, leur dénier l'accès à des régions, des territoires et puis même le cyberespace. Alors, oui, on est en train de parler de plans qui sont préparés par la Air Force, la Navy, puis les Marines Corps pour défaire les efforts chinois dans différents domaines, jusqu'à dans le domaine des satellites, les armes cyberespace, aussi dans l'espace, les sous-marins, ainsi de suite. Okay? Donc, c'est assez incroyable. On est en train de parler ici d'une nouvelle guerre froide dirigée contre la Chine. Alors, imaginez les contracteurs de la défense américains qui salivent d'ecstasy pour les retombées financières de ce fameux concept de la nouvelle guerre froide qui est en train de s'installer. Et puis, évidemment, que la question reste à poser à savoir, avec un déficit fédéral de 14 trillions de dollars, où ces gens-là vont trouver l'argent réellement pour financer une nouvelle guerre froide contre la Chine. OK? Est-ce que, encore là, on va demander au peuple américain de financer ça? Alors, à un moment donné, là, le peuple américain, là, ils n'ont tout simplement plus d'argent. Donc, beaucoup de nouvelles comme ça. Les Palestiniens qui n'ont pas réussi à avoir leur État de membre des Nations Unies. Donc, évidemment que les États comme Israël et puis les États-Unis réussissent à faire tomber ce que vous avez écouté, plus de 128 pays au monde ont reconnu, c'est-à-dire la Palestine comme étant un État. Ça a été même... comme je vous dis, vous allez voir ici un article qui parle de 628 nations. On parle aussi de cette fameuse capture en eau internationale, encore une fois, de cette aide humanitaire. Vous avez des flottilles d'aide humanitaire qui s'étaient dirigées vers la Palestine, vers la bande de Gaza. Israël qui est encore intercepté de façon illégale en eau internationale. Vous avez des Canadiens qui ont été battus, emprisonnés de façon complètement arbitraire en Israël. Alors, évidemment qu'on a utilisé la violence contre ces gens-là, des gens qui venaient d'Ottawa, de Montréal, ainsi de suite. Et puis, vous avez des gens qui ont écrit, justement, de David Heap, qui a été fait prisonnier, qui a écrit à partir de sa cellule. Ces gens-là ont été libérés. Le Canada, lui, par contre, qui ne bronche pas, continue d'avoir cette position fortement pro-israélienne. Alors, on supporte Israël à fond la caisse. Aucun problème avec ça. Absolument aucun problème. Alors, on fait la morale aux Canadiens, on fait la morale au reste du monde de ne pas supporter d'Israël. Israël qui a commencé d'autres attaques aériennes contre la bande de Gaza. Vous avez une femme israélienne qui a été trouvée avec des cartouches à l'aéroport de Mumbai en Inde il y a environ 2-3 semaines. Alors, voyez encore là
Il est où le problème? Hein? Vous voyez, il est où le problème? HSBC, la grande banque, est accusée d'aider les généraux égyptiens. Alors, en train de se préparer justement à une attaque de l'Égypte, évidemment, à faire tomber l'Égypte qui est risquée d'être prise en sandwich entre Israël d'un bord et l'OTAN de l'autre qui est en Libye et pourrait lancer une offensive armée sur le sol même via les airs et un blocus maritime comme je vous parlais. J'ai fait le tour des nouvelles les plus importantes. Là. On va continuer à parler de l'économie la semaine prochaine, ça c'est certain, parce que là, il y a beaucoup de nouvelles à couvrir. Vous avez l'Italie qui vient de tomber. En fait, l'Italie qui vient de tomber avec la Grèce, n'oublions pas. Ces deux pays-là, je dis, ont tombé. Pourquoi? On a remplacé leur tête dirigeante. Alors, vous avez Papandréou en Grèce qui a laissé la place, qui a démissionné. Et vous avez Berlusconi aussi en Italie qui vient de quitter son poste. Et puis, on les a remplacés par des agents, des banquiers privés internationaux. OK? Donc, ça, c'est très important à savoir. L'Italie qui est en train aussi de devenir le prochain domino qui va tomber, qui va défaire la zone européenne. La zone européenne est en train de s'effondrer. L'Italie, qui est qui est la troisième économie la plus importante de la zone européenne, est beaucoup plus importante que la Grèce au niveau économique et puis sa dette qui risque d'entraîner le reste de la zone européenne. Et puis là, bon, on est en train de faire tomber les pays une à une comme ça. Et puis comme je dis, c'est un coup d'État silencieux qu'on est en train de perpétrer contre la zone européenne. On a remplacé, on a fait tomber, en fait, on a demandé à ces deux dirigeants-là, Papandréou et puis Berlusconi, de quitter. Alors qu'on instaure des mesures d'austérité sévères sur ces pays-là. Vous savez, Papandréou qui avait dit qu'il était pour soumettre un référendum au peuple pour savoir s'ils acceptaient ces nouvelles mesures et prêts internationaux à la Grèce. Ça l'a fait capoter la finance internationale, l'élite financière. On a secoué les marchés financiers. On a dit, on peut pas laisser la liberté du peuple de choisir leur destinée. On veut les rendre des esclaves économiques. On veut mettre la main sur ces pays-là. Et puis là, depuis que Papandréou a quitté et puis Berlusconi, là, chers amis, on apprend que les gens qui vont prendre contrôle de ces deux pays-là sont des gens qui sortent des milieux financiers, OK, qui finalement ont causé cette crise financière mondiale, OK. Donc, on est en train de mettre la main sur ces pays-là. Vous devez comprendre qui sont les responsables derrière. OK, c'est pas des personnes fortuite. Vous allez trouver tous les détails dans un article que j'ai d'ailleurs placé sur Sans Papier. Comme je vous dis, des agents qui sont mis en place. C'est la pire folie de confier l'Europe à des banquiers. Pas n'importe quel banquier, en plus c'est des anciens banquiers de la Goldman Sachs, une des banques les plus dangereuses, ce n'est la plus dangereuse, ainsi que JP Morgan Chase. Vous avez Mario Draghi, président de la BCE, Lucas Papadimos, le premier ministre grec, Mario Monti, premier ministre italien, sans parler d'économistes portugais, Antonio Borges, qui a été mis en place à la tête du département Europe du FMI, qui a la main sur de possibles programmes d'austérité en Europe. Mario Draghi, c'est qui? C'est le nouveau patron de la Banque centrale européenne. Lucas Papadimos vient d'être désigné comme premier ministre grec. Mario Monti est pressenti comme président du Conseil italien. Ce sont 3 financiers formés aux États-Unis, dont 2 anciens responsables de la sulfureuse banque Goldman Sachs. Écoutez, Mario Draghi, c'est un diplômé d'économie du Massachusetts Institute of Technology, donc le MIT. Il a été chargé de privatisation italienne de 1993 à 2001. Il est devenu gouverneur de la Banque d'Italie en 2006. De 1993 à 2006, il a siégé dans différents conseils d'administration de banques. De 2002 à 2006, il a été vice-président pour l'Europe de Goldman Sachs. Là, il vient d'être nommé président de la Banque centrale européenne. Ensuite, vous avez Lucas Papadimos, lui qui a été mis à la tête de la Grèce. Lui aussi est diplômé du Massachusetts Institute of Technology, donc du MIT. Il a été professeur à l'Université américaine de Columbia avant de devenir conseiller économique de la Banque de réserve fédérale de Boston, donc la Fed. De 1994 à 2002, il a été gouverneur de la Banque de Grèce, poste qu'il occupait quand la Grèce s'est qualifiée pour l'euro. Alors, avec la fameuse fraude de Goldman Sachs pour cacher sa dette réelle, Goldman Sachs a ensuite misé sur la banqueroute de la Grèce, imaginez-vous donc.
grâce à des comptes falsifiés, comme je disais, par Goldman Sachs. Alors, il était aussi vice-président de la Banque centrale européenne, la BCE, et vient d'être nommé sur pression de l'Union européenne et du G20 premier ministre de la Grèce avec le soutien des deux partis dominants. Hein? Alors, le troisième s'appelle Mario Monti, il est diplômé de l'université de Yale, il étudie au comportement des banques en régime de monopole, puis il a été durant 10 ans commissaire européen de 1994 à 2004. D'abord au marché intérieur et aux droits de douane, puis à la concurrence. Donc, membre de la trilatérale du groupe de Bilderberg, selon Wikipédia. Il a été nommé conseiller international de Goldman Sachs en 2005. Il vient d'être nommé sénateur à vie et l'Union européenne et le G20 tentent de l'imposer comme président du Conseil italien. Alors, 3 hommes de la superclasse mondiale formés dans l'université américaine et étroitement liés à Goldman Sachs. Alors que Goldman Sachs est aux commandes de l'Europe, alors, il est une question très importante à poser. Allez lire cet important article dont je vous ai mis en lien. Draghi, Papadimos et Monti, le putsch Goldman Sachs sur l'Europe. Les banquiers sont en train de faire un coup d'État en Europe, chers amis. C'est pas plus compliqué que ça, là. On est en train de mettre la main sur l'Europe. Un coup d'État silencieux de l'élite financière des banquiers privés internationaux, dont Goldman Sachs fait étroitement partie. Donc voilà, chers amis, on vous laisse là-dessus pour cette semaine. Ayez l'heure ouverte, on se retrouve la semaine prochaine. C'était François Marginant pour l'autre monde. Ciao tout le monde, bye bye.